Il me dit, je vais juste te dire un truc, si tu vas pas, t'es un con. J'ai monté mon dossier et puis je me suis retrouvé en sport-études et ça a changé ma vie. Quand il y a des belles opportunités, faut y aller. Après, on regrette de pas les prendre. J'ai pas un regret, je regrette jamais rien. Quand on regrette, on rate le futur. Je regrette pas. Le chemin pour réussir, c'est des gamelles, une analyse de la gamelle, un progrès et passer au suivant. La capacité à écouter son corps, à écouter sa tête, à être bien dans ses baskets a une influence énorme sur sa capacité à produire. J'ai toujours une idée. Quand j'ai vendu Innov, je pensais m'arrêter. Ça a duré 6 mois, même pas. Dans mes entraînements comme dans mes finances perso, je cherche à performer. Et pour performer, vous le savez aussi bien que moi, il faut durer dans le temps avec des outils simples. Côté finance, j'ai choisi Fortuneo depuis maintenant plus de 10 ans. Et je suis vraiment très heureux de vous annoncer qu'ils sont partenaires et sponsors du média extraterrien. Ce que j'aime avant tout, c'est la simplicité de la plateforme. Et le fait d'avoir mon compte courant, mon compte titre et mon PEA, le tout au même endroit, c'est super pratique. Au quotidien, l'application mobile, elle fonctionne super bien. Je vous avoue que j'ai même déjà passé 2 ordres de bourse entre 2 rendez-vous tellement l'application est fluide. Et honnêtement, en 10 ans, ça s'est toujours très bien passé avec Fortuneo. C'est une histoire qui dure. En ce moment et depuis le 1er janvier 2025, sous condition, les frais de courtage de tes 100 premiers ordres, compris entre 500 et 10 000 euros, sont offerts pour toute ouverture ou transfert d'un compte titre ordinaire, d'un PEA ou d'un PEA PME. Allez regarder les conditions sur le site fortuneo.fr. Je vous rappelle évidemment que l'investissement en bourse comporte des risques de perte en capital. Faites attention et investissez intelligemment. Maintenant, à vous de jouer et je vous souhaite un très bon épisode. Salut les extraterriens, salut les extraterriennes. Je suis très content de vous accueillir pour cet épisode du jour. C'est un épisode très particulier pour moi que je suis très content de faire. Comme vous le savez, on fait une série actuellement qui s'appelle Le Rebond. L'idée, c'était d'aller voir des champions, des championnes, mais qui n'ont pas toujours eu la gloire, l'argent, les trophées, les podiums. Et ces personnes-là, malgré tout, elles se sont nourries de l'état d'esprit de compétition, de l'état d'esprit de la performance, de l'excellence, et elles ont réussi à le retransformer dans différents secteurs. Ça peut être l'art, et aujourd'hui, ça va être le business. Je suis très ravi. Aujourd'hui, je suis avec David. Excuse-moi, je t'ai pas demandé comment prononcer ton nom de famille. Alors on dit Inkel. Inkel. Ouais. Je suis avec David Inkel. Salut David, comment ça va ? Ça va, super. Très content d'être là. Écoute, moi également. Écoute, tu vas te présenter. De toute façon, je vais te laisser te présenter et puis on va raconter ton enfance et ton parcours. Mais si je dois le dire en 2 minutes, tu as été judoka professionnel. Ouais. On peut dire un petit peu éternel second dans ta catégorie de poids. Ouais, c'est un peu dur, mais ouais. Il y a un côté très romantique aussi. Bien sûr. On le verra. Et ça, c'est les sportifs, ils ont du mal avec d'accepter tout ça, même longtemps après. Mais c'est vrai. Tu me rediras ça. Tu as monté plusieurs grosses boîtes, Coff d'ailleurs. Ouais. On peut dire que c'est une foncière immobilière ? Non, j'ai monté plusieurs boîtes. La première s'appelait Coff. Ouais. Et on faisait de la vente immobilière. De la vente. De la vente, tout simplement. Ok. Auprès d'investisseurs qui voulaient à l'époque défiscaliser quand c'était possible. Ouais. Et après, tu as monté le groupe Innov, qui est un gros groupe d'éducation. Ouais, exactement. Voilà, les 2 sociétés, tu m'as dit au téléphone, je les ai fait monter à plus de 500 salariés. Ouais. Donc, c'est des grosses structures. Bravo pour ça. Déjà qu'on dit que faire un exit, c'est rare. Faire 2 exits, c'est très rare. Et puis, faire 2 exits de cette taille, c'est rarissime. Donc, pour celles et ceux qui sont peut-être moins habitués, on a une pointure de l'entrepreneuriat. Et puis, aujourd'hui, tu diriges Harvey, qui est un groupe spécialisé dans l'hospitality. Exactement. Donc, tu vas nous expliquer un peu tout ça. Tu es aussi coprésident, vice-président, pardon. Vice-président. On va pas faire d'ombre à Stéphane. Stéphane va pas être content. Non, je suis vice-président de la Fédération française de judo. De la Fédération française de judo. Tu as aussi monté une fondation. Ouais, tu vas nous en parler. Une fondation qui s'appelle 1% pour le sport, qui aide les associations sportives. Donc, on a un très gros programme aujourd'hui. Ouais, je suis multicasquette, ça c'est sûr. Écoute, j'aime bien commencer par cette question, qui est de savoir quels sont tes premiers souvenirs de sport ? Mes premiers souvenirs de sport, c'est la Coupe du Monde 82. Ok. Mon père était fan de foot. Moi, j'avais 10 ans et il attendait que son gamin puisse regarder à la télé la Coupe du Monde avec lui. Et j'ai regardé tous les matchs. Donc ça commençait à 18h, et puis après on faisait 20h, et puis après c'est 22h. J'ai tout regardé. Et c'est à partir de là, toutes ces émotions, la demi-finale contre l'Allemagne, tout ce qu'on a vécu, et je suis tombé dans le sport.
Ok. Mon père m'en parle encore. Hein. Ça a dû marquer, quoi. Ouais, c'était un moment... et puis c'était la première fois où je pouvais partager quelque chose de manière aussi importante avec mon papa. Ouais. Ok. T'as commencé le judo à quel âge? Alors, j'ai commencé le judo, j'avais 6 ans, donc un peu avant. Il y avait un club de judo qui s'est ouvert à Plouay, dans mon village en Bretagne. Et j'avais pas l'âge pour faire le foot. À l'époque, tout le monde jouait tout le monde faisait du foot. Et donc, j'ai commencé le judo, puis après, j'ai fait judo et foot pendant 10 ans. Voilà. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui t'a fait choisir? Les performances. Ouais. Alors, les performances, et puis j'étais un piètre coéquipier. J'adorais le judo parce que j'étais tout seul. Donc, quand je gagnais, c'était pour moi. Quand je perdais, c'était pour moi aussi. Donc, j'en voulais à personne, mais que à moi. Et au foot, j'avais du mal à ce que... tout le monde ne donne pas la même énergie que moi, donc c'était pas fait pour moi les sports collectifs. Un peu perfectionniste et exigeant avec ses camarades. Ouais. Okay. Ouais. Et David à l'école, comment est-ce qu'il était? Bon élève? Alors j'avais un profil extrêmement particulier. J'étais un cancre, mais bon élève. C'est-à-dire que j'avais des capacités énormes en mathématiques. Donc, je sortais des très bonnes notes. Par contre, j'aimais pas ça. Et donc, j'étais hyper turbulent. Je passais mon temps à faire des conneries, on peut le dire. Ouais, j'arrêtais pas. Ouais. Tu peux nous en raconter une ou deux, des conneries j'en faisais tout le temps. J'avais même failli me faire expulser définitivement du collège. Tout ça, s'est arrêté quand je suis rentré en sport-études. Donc, je suis rentré en sport-études à Rennes. Et mon coach s'appelait Serge de Coster, que je découvrais. Et au bout de 15 jours, il m'a convoqué, il m'a dit « Unkel, ça fait 3 fois que j'entends ton nom. Une 4e fois, je te ramène à Lorient, tu prends le train et tu sors de là. » Et j'aimais tellement le judo qu'à partir de là, je me suis tenu à carreau et j'ai tout mis l'énergie que j'arrivais pas à expulser ailleurs dans mon sport. Bravo, c'est beau d'arriver à faire ce switch-là. Et puis lui, il a dû trouver les bons mots pour te faire switcher aussi, parce que... Alors, le bon mot... c'était « je te vire ». Ouais, j'ai vu dans ses yeux qu'il plaisantait pas. Donc d'habitude, quand on est gamin, on dit attention, on te colle. Enfin, tout ça n'est pas très important. Enfin, en tout cas, aux yeux d'un gamin que j'étais, tu pouvais me coller le mercredi, ça me dérangeait pas trop. Par contre, là, de me priver de cette opportunité, et j'ai vu qu'il plaisantait pas. C'était une discussion entre guillemets d'homme à homme, alors que j'étais tout gamin et j'avais pas l'habitude de ces discussions. Je me suis dit, voilà, c'est sérieux. Donc, tu as fait tout ça pour arriver là. Maintenant, tu mets toute ton énergie au bon endroit, quoi. Ok. Ouais. Tu savais depuis longtemps que tu voulais rentrer en sport-études, ou c'était un concours de circonstances? Alors, pas du tout. C'est un concours de circonstances. Je faisais donc du judo dans mon petit club. Mes parents étaient commerçants. Donc, le soir, ils s'occupaient pas de moi. Ils tenaient un bar. Je savais pas trop quoi faire. Alors, j'allais au judo. Voilà. Donc, il faut début 2 soirs par semaine, puis 3, puis 4. Et forcément, quand on s'entraîne plus que les autres, on commence à avoir des performances un peu meilleures que les autres. Et donc, j'ai commencé à faire des compètes. J'ai gagné les championnats du Morbihan, les championnats de Bretagne. Et puis, un jour, avec ces performances, j'ai été sélectionné pour un stage à Rennes, qui était le prémisse du sport-études. Et en partant, ils m'ont donné un dossier. Mais le stage avait été tellement dur que je suis rentré et j'ai dit à ma mère, regarde, on m'a donné ce dossier pour rentrer en sport-études, mais je veux pas y aller. Alors c'était une fausse excuse, je voulais pas y aller parce qu'il y avait le bac, parce que ci, parce que ça, mais en réalité c'est parce que ça m'avait fait trop mal pendant 4 jours. Et il y a eu un truc marrant qui a eu un gros impact dans ma vie. Il y a un client de mes parents qui s'appelait Alain Calvo, qui était la gouaille du village, parlait fort, etc. Et qui 2-3 jours après me dit « David, il faut que je te parle ». Et donc on est dans le bar de mes parents, et on va au fond du bar sur une petite table ronde. Et il me dit « Alors, il paraît que tu pourrais rentrer en sport-études ». Je dis « Ouais, on m'a proposé un dossier, mais bon, j'ai pas trop envie, ça m'éloigne, les études et autres ». Il me dit « Je vais juste te dire un truc, si tu vas pas, t'es un con ». Et il part. Et là... Alors, quand t'es gamin, tu te dis, je suis un con, mais qu'est-ce qu'il veut ce vieux, là, etc., etc. Et ça a trotté dans ma tête. Et au bout de 3-4 jours, je dis, il a peut-être raison. J'ai monté mon dossier, et puis je me suis retrouvé en sport-études, et ça a changé ma vie. Ouais, c'était...
Et après, j'ai compris que le message, c'est quand il y a des belles opportunités, faut y aller. Après, on regrette de ne pas les prendre. Et puis, si on les prend et qu'on se rate, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. Voilà, Finalement, on se rend compte, quand on a l'habitude de prendre des opportunités, que les rater, les saisir et les rater finalement, c'est pas si grave et on peut revenir à la case départ très facilement. Exactement. Par contre, une fois qu'on a laissé passer le train, on peut plus remonter dedans. Et on regarde si j'avais su. Ça, je l'ai eu très tôt. Et enfin, je le remercie. Il est plus là aujourd'hui, Alain, mais ça a vraiment eu un impact. Ça a été à l'initiative de ma décision. Tes parents, du coup, ils dirigent un bar. Ils dirigeaient. Ils dirigeaient un bar, exactement, pardon. Et est-ce que... comment est-ce qu'ils voient le sport? Comment est-ce qu'ils voient le sport de haut niveau? Est-ce qu'ils t'encouragent ou est-ce qu'au contraire, ça leur fait un peu peur et c'est pas trop leur rythme de vie? Non, ils m'ont toujours soutenu. Alors, c'était pas lié au sport. Ils voyaient que leur gamin, il était passionné d'un truc. Mon père était footballeur. Hein. Mon père... il a dû venir 2 ou 3 fois à des compétitions de judo. C'était pas son truc. Par contre, il voyait que son gosse il avait envie de s'impliquer dans quelque chose. Et il m'a encouragé et soutenu. Et ma mère, pareil. Okay. Et ils m'ont vraiment appuyé dans la direction. Ouais. Ouais. C'est quoi les souvenirs que tu gardes un peu de ces années sport-études? Est-ce que tu as des leçons de vie que tu en as tirées, des rencontres que tu as pu faire? Est-ce que tu peux nous dire aussi un petit peu le parcours, comment ça a avancé pour toi? Quand je suis rentré en sport, c'est une formidable période. Je sors d'un petit village breton de 4-5 000 habitants et je me retrouve en sport-études avec... j'ai côtoyé Serge de Coster, qui est mon second papa, qui m'a accompagné pendant ces périodes très importantes de l'adolescence au niveau adulte, et il m'a accompagné dans ma propulsion de ma carrière sportive, et puis qui m'accompagne encore dans ma vie. Donc c'est un personnage important. Mais surtout, on est propulsé avec plein d'énergie. On se dit, on rentre en sport-études, on passe du petit village où le chemin est bouché à... tu vas t'entraîner pour être champion de France, champion du monde, champion olympique. Il y a plein d'énergie qui se dégage de cette période. C'est une période, un peu euphorique. C'était très sympa. Ouais, on est jeunes, on se sent sans limite. Exactement. Et puis on vous dit, quand vous rentrez, si vous revenez là, c'est pour être champion. Ouais. Et si on vous a pris, c'est que vous pouvez. En tout cas, il y en a qui le feront. Ouais. Et à partir de là, on se dit, pourquoi pas moi, quoi. Toutes tes années de sport de haut niveau, elles ont été aussi belles, ou il y a eu des années plus dures? Non, il y a eu des années plus dures. Quand est-ce que ça se durcit, d'ailleurs? Quand je rentre à l'INSEP. Les deux premières années à l'INSEP. Donc, je fais mes sports-études à Rennes, où je voyais, il y a un petit cocon, on a un petit groupe, Serge est là présent, et il est bienveillant, on sent qu'on progresse, on s'entraîne fort, on vous encourage. Et donc, je gagne les France cadets, je gagne les France juniors, ce qui me donne le ticket pour rentrer à l'INSEP. Donc là, je passe là d'un monde où je suis un peu je vais pas dire le champion de la Bretagne. J'ai ma voiture, j'ai un petit appart, je suis étudiant, tout va bien. J'arrive dans la capitale et je vais m'entraîner à l'INSEP. Et l'INSEP, c'est terrible. Les premiers mois à l'INSEP, on s'entraîne avec les meilleurs mondiaux, donc on est encore junior. Et puis, il n'y a qu'une place. Et c'est extrêmement dense, intense et hostile. Ouais. Qu'est-ce qui te fait dire que c'était hostile? C'est la compétition entre vous? Il y a de la compétition? Ouais. On rassemble les 10-15 meilleurs Français. Ouais. On les met au milieu d'un tapis. Et puis, il y en a un qui part. Et quand il y en a un qui se blesse, on n'applaudit pas. Mais au fond de nous, on dit -1, quoi. Et on s'entraîne tous les jours ensemble. Ouais. Donc, on ne peut pas être potes. C'est une ambiance très particulière. Très particulière. Ouais. T'en gardes un bon souvenir un peu de cette... on peut se faire des amis, en fait? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, c'est là où on se fait ses meilleurs potes aussi, parce que le combat donne le respect de l'autre. On connaît
sa valeur dans l'intensité de l'échange et puis sa générosité, si c'est quelqu'un de malveillant, bienveillant, ou si on est tous dans le progrès. J'en garde d'excellents souvenirs, mais là je parle que des 2 premières années. Les premières années sont vraiment difficiles. Il faut que ton corps, tu passes de je sais pas, 4-5 entraînements à la semaine, peut-être un peu plus, 6-7 entraînements à la semaine, avec une intensité qui est normale, à une surintensité et à 15 entraînements par semaine. Enfin, t'es fatigué, c'est des périodes difficiles. Après, on en discute, hein, on a tous vécu le même chemin. Bien sûr. Il y en a combien qui, les premiers mois, c'est tellement dur qu'on va pleurer dans les toilettes, on sèche nos larmes et puis on y retourne. Enfin, voilà, c'est arrivé ? Ouais, bien sûr. Les premiers mois sont difficiles. Ok. Et après, par contre, une fois qu'on a le corps qui a ingurgité ça, qu'on a pris le niveau technique, on sent qu'on est... là, on se frite pour être dans le top mondial. Là, on a passé le cap. Et là, c'est plus pareil. On sent la puissance en soi, la technicité, l'intensité, la solidité mentale. Enfin, tout ça, c'est un chemin. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Vous êtes un peu une génération dorée, quand même, dans le judo. Ouais. Et pour moi, c'est une des plus belles générations qui existait jusqu'à maintenant. Après, à Paris 2024, il y avait un beau... Tu l'as vu, et je pense que tu as dû vivre des moments exceptionnels à travers la Fédé, mais pour moi, c'est la première génération exceptionnelle dans le judo français. Ouais, c'était fou. Enfin, du numéro 1, 2, 3 français, quand on allait quelque part, c'était pour ramener une médaille. Et puis sur les championnats d'Europe ou championnats du monde, c'était pour aussi ramener une médaille, voire le titre. Je sais que dans ma catégorie, j'avais Bertrand Damézin, médaille olympique, Darcel Jondi qui a fait médaille mondiale, qui était un judoka hors pair. Je ne parle pas de Jamel, champion olympique, et puis plusieurs fois médaille mondiale, Stéphane Nomis, Passero. Enfin, on avait une densité sur le tapis qui crée une émulation assez folle. Ouais. C'était quoi pour resituer un peu dans le temps les auditeurs qui nous écoutent, c'était à quel moment c'était quoi les gros objectifs pour toi ? Alors, moi, je suis arrivé à l'INSEP en 92. Ouais. J'étais pas mûr pour l'Olympiade 96. Ok. Et j'avais la particularité, ce qui était tactiquement pas la meilleure des choses pour performer, de faire des études. Donc, je faisais des études. Et donc, pendant ces périodes-là, je faisais études et sport de haut niveau. Et pour aller décrocher une place de numéro 1 français, c'était pas le bon chemin. Donc j'étais pas mûr. Il n'y avait que la place de numéro 1 français qui qualifiait au JO. Ouais. JO, championnat du monde, championnat d'Europe. Il y avait des championnats du monde tous les 2 ans. Il y avait les Jeux. Et il y en avait qu'un qui partait. Ouais. Et donc j'ai... Ouais, pas le choix, quoi. Ah non. Donc j'étais pas mûr pour l'Olympiade 96. Et après, je fais une très belle Olympiade de 96 à 2000. Où là, Jamel avait été champion olympique en 96. Donc, il a eu une suspension en 98 où moi j'ai pris la place de numéro 1. Après, il est revenu. Et donc, on s'est tiré la bourre. Et c'est lui qui est parti au jeu en 2000. Ouais. Pourquoi il était suspendu ? Un test positif. Ah ouais ? Ok. Ouais. Comment on le vit, ça, quand on est le deuxième et il y a le premier qui se fait attraper ? C'est un sujet qui est un peu sensible. Jamel, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. J'ai la conviction que... Même à l'époque, vous étiez... Alors non, on n'est pas potes. On n'est pas potes non plus aujourd'hui, mais c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, etc. C'est un moment qui a été très douloureux pour lui. Il a toujours clamé son innocence. Moi, j'ai tendance à penser qu'il s'est passé un truc pas de bol et puis il est tombé dedans. Donc, sur le tapis, il était plus fort que nous et il méritait sa place. Donc, je l'aurais pas dit comme ça à l'époque, parce que, mais c'est un très grand champion. Ouais, bien sûr. Mais bon, tu peux te dire, avec le dopage, s'il est plus fort, ça étonne pas. Je sais que dans les sports de combat, il y a certains combattants qui m'ont dit... Ouais, quand tu tombes sur un mec qui prend de la testo, il te tord le bras, quoi. J'ai pas la conviction. Je le dis ouvertement et sincèrement. Je pense qu'il a pas eu...
Enfin, je sais pas comment c'est tombé dessus. Il a dû prendre un truc protéiné, un truc comme ça, et puis il s'est fait gauler connement, mais c'était pas une démarche. Enfin, en tout cas, c'est ma conviction. Ok. Voilà. Comment tu le vivais, toi, à l'époque, d'être le numéro 2 derrière le champion olympique? Qui est protégé, en plus. Non seulement il est numéro 1 français, mais il est protégé d'un point de vue titre. Parce qu'une fois que tu as gagné une compète comme les JO, il y a aussi la carrure du mec qui, sur une compétition internationale, il est capable de gérer la pression, il est capable de gagner, quoi. Ouais. Sur le moment, le schéma de protection m'a beaucoup gêné. Ce qui a fait aussi le fait que j'arrête en 2000. J'avais encore une Olympiade dans les pattes. Mais à un moment donné, j'ai vu que ça ne suffisait pas d'avoir que de la performance. Mais d'un autre côté, avec du recul, si j'avais été entraîneur à l'époque, c'est lui que j'aurais sélectionné. Donc, c'est beau. Faut toujours faut sortir les choses du contexte. Quand on est athlète et qu'on veut être champion, on est complètement inobjectif. C'est comme ça, complètement mauvais perdant, on n'a jamais perdu un match. Enfin, il y a une mauvaise foi affirmée, et donc je faisais partie des gens qui avaient cette mauvaise foi affirmée à l'époque. Mais maintenant, ça fait 25 ans avec beaucoup de recul. Je sais pourquoi la place, elle était pour lui et pas pour moi. Ce qui m'a pas empêché de faire une magnifique carrière, d'avoir plein de médailles et de m'être éclaté pendant 10 ans. Donc, voilà. Bah écoute, merci de ta sincérité, de ton recul. Tu vois, je trouve que ça montre beaucoup d'humilité, aussi une part de sincérité, de vulnérabilité, tu vois, de se dire, à l'époque, je l'ai mal vécu, mais aujourd'hui, avec le recul, je me suis régalé et il était meilleur que moi de toute façon. Donc, et puis, on peut toujours... souvent, tu disais de génération dorée, on me dit, David, t'as pas eu de bol. Dans ta catégorie, il y avait lui. Mais je dis, ok, mais est-ce que si j'avais été dans un autre pays où il n'y avait pas ces gens sur le tapis, je m'entraînais tous les jours avec les meilleurs du monde. Tous les jours, il n'y avait pas une journée où je m'entraînais pas avec les tout meilleurs du monde. Donc forcément, je ne sais pas si j'aurais atteint ce niveau-là s'il n'y avait pas eu autant de concurrence. Donc ce qui compte, c'est que quand tu arrêtes et que tu plies ton kimono et que tu refermes ton sac, c'est ce que tu as tout donné. Et franchement, j'ai tout donné. Je ne pouvais pas faire mieux. Donc, quand on plie les gaules, on se dit c'était chouette et on a passé un bon moment, quoi. C'est dur de plier l'ego de l'athlète aussi. Alors moi, ça n'a pas été le cas. Ah ouais ? Ouais, ça n'a pas été le cas. Alors, ça fait partie un peu de ma mentalité. Tant que j'étais ultra motivé, un peu utopique, pour vouloir être champion, j'étais à fond. Et un jour, j'ai pris mon sac et j'ai eu l'impression de partir au boulot. J'ai fait un stage et je courais, il y avait des jeunes avec moi. Je me dis, mais qu'est-ce que tu fous là à 8h du mat à courir avec des gamins? Je me suis dit, là, David, il est temps d'arrêter parce que t'as plus cette flamme, elle est plus là. Le truc du champion sportif un peu fou qui dit, quoi qu'il vents et marées, je vais y arriver. Là, j'étais là en disant, je suis rentré dans une espèce de routine. Et donc, je me suis dit, j'ai pas envie un jour qu'on me pousse. Je suis en pleine bourre. Je sais au fond de moi que le petit truc, il est plus là. Ouais. Et donc, je vais arrêter. J'étais voir les entraîneurs. Et il s'appelait René Rambier, que je salue. Je suis parti le voir. J'ai dit, écoute, René, c'est mon dernier entraînement, j'arrête. Il me dit, ouais. Et puis, il m'appelle il y a un mois après. Il me dit, mais t'es où? Je dis, mais je t'ai dit, j'arrête. J'ai arrêté. J'étais au pic. Et j'ai bien fait parce que ça m'a permis d'avoir plein d'énergie pour rebondir. J'ai pas fait les années de trop qui m'ont usé, qui sont mentalement difficiles. C'était pas pour moi le billet pour les Jeux. Je dis ok, je voulais faire ça. Pouf, on a fait une belle histoire. On passe à autre chose. C'est beau quand même, tu vois. J'ai vu beaucoup d'athlètes, tu vois, ils sont tellement attachés à cet objectif de médaille, tellement attachés à cet objectif de participer aux Jeux, tu vois, ne serait-ce que de mettre les pieds dedans, que c'est un rêve, que c'est un truc qu'ils en rêvent qui désirent tellement, ils deviennent paranoïaques, presque obsessifs, tu vois, avec ça. Et je pense que c'est nécessaire aussi. Bien sûr. Tu vois, bien sûr. Que c'est
difficile à un moment de tourner la page et de te dire ok, tu vois. Ouais, mais je vois parfaitement ce que tu dis. Il y en a qui tournent pas la page. Qui la tournent jamais. Et qui la tournent jamais. Et 10 ans, 20 ans, la sélection, elle était pour moi. Les jeux, j'ai pas eu de chance. Etc., etc., etc. Et on n'avance pas. Donc, à un moment donné, la vie, elle avance. Et puis, faut pas regarder trop en arrière et regarder les choses de manière un peu positive. Moi, la vie que j'ai vécue de 15 ans à 30 ans, elle est folle. Je vivais de ma passion. J'ai commencé à travailler, j'avais 30 ans. Avant, je ne travaillais pas, je m'entraînais. Non, mais c'est une nuance. J'ai découvert le travail à 30 ans. Avant, je mettais un kimono, j'allais courir, je faisais ce que j'aimais et on me payait. On me donnait des sous. Quand je faisais. Vous gagnez combien d'ailleurs? Je gagnais pas mal. Enfin, pas mal. Au début, rien. Au début, je galérais. Et puis après, en fin de carrière, sur les 4-5 dernières années, je faisais à peu près 3 000 € en moyenne. Mais que des revenus précaires. C'est-à-dire que j'avais pas un salaire, j'avais la bourse du club, la bourse du comité olympique, la bourse de la Fédé, les points des primes, j'avais des stages, je donnais des cours, j'avais quelques partenaires. Enfin bref, on accumulait tout ça, on vivait bien. Par contre, je pouvais pas emprunter pour acheter une Twingo. Le banquier, il me disait, t'es sympa, David. Les banquiers, il te dit, t'as rien de solide. Tu te casses un doigt de pied demain, tout s'arrête. Je dis, ouais, mais. Ouais. Ah, mais moi, je pensais que les athlètes qui gagnaient et tout, ils avaient une capacité à emprunter qui était quand même un peu. Maintenant, qui était correcte. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Aujourd'hui, les personnes qui sont en équipe de France, toute notre équipe de France, en tout cas, je parle du top. Ils ont des salaires, des revenus et autres. Mais à l'époque, c'était. Mais on vivait bien. Franchement, c'est. Déjà, 3 000 € à l'époque, c'était 5-6 000 maintenant, tu vois. C'était très bien. Franchement, c'était. Et puis, mais avant, quand je gagnais pas, les premières années à l'INSEP, je gagnais rien. Je me souviens, je rentrais à la maison. Il y avait Stéphanie qui était devenue ma femme, qui est la maman de mes 3 enfants, qui me disait c'était la blague tous les soirs. Qu'est-ce qu'on mange? Elle me répondait des pâtes. Et je disais des pâtes à quoi? Elle me dit des pâtes à rien. Voilà. Et franchement, on avait besoin de rien de plus. Un toit, des pâtes, je vivais de ma passion. Enfin, moi, mes gosses, je leur dis tous les jours, trouve ta passion et fous-toi dedans. T'auras pas l'impression de bosser, quoi. C'est vraiment chouette. Écoute, c'est un très beau message. Moi, c'est ce que je me suis dit, c'est essayer de trouver un métier que je pourrais faire à l'infini, même si ça me paye pas. Ouais. Parce que j'ai pas l'impression de bosser, tu vois. Là, j'ai pas l'impression de travailler. Ouais. Créer des lieux comme ça, j'ai pas l'impression de travailler. Je fais de la déco et je monte des meubles, tu vois, voilà. Entre guillemets. Non, faut quand même aller voir un banquier et faire des travaux. Mais en tout cas, j'ai l'impression. Mais écoute, c'est un très beau message, je pense. Il y a eu. Moi, je suis inspiré en tout cas par le recul un peu positif que t'en tires. Peut-être juste là pour faire l'analogie. Par rapport à maintenant sur les salaires, maintenant les judokas ils gagnent beaucoup plus d'argent avec leurs sponsors, ou est-ce que c'est un peu pareil, ils prennent un peu le club, la fédé, les machins, on n'est pas obligé de dire les montants parce que j'imagine qu'il y a des choses qui sont secrètes. C'est toujours pareil. Et alors nous en judo il y a toute l'équipe 1 qui gagne très bien sa vie, mais tous les autres galèrent. Pareil, c'est pour ça qu'on a monté en partie la fondation. Il faut aider ces jeunes, on les applaudit une fois tous les 4 ans, mais il y en a plein qui une fois que les jeux sont fermés, ils repartent dans des situations économiques sans statut. Il n'y a pas de statut, c'est des modèles qui sont instables au possible. Ouais, puis toi, j'ai envie de dire, tu as été numéro 2, numéro 1 français. Qu'est-ce qu'il en est pour le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, qui était quand même très bon, qui était aussi dans une quête d'excellence, de performance très élevée, peut-être un peu moins de physique, peut-être un petit peu moins de génétique, un petit peu moins de confiance en soi, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Et il leur manque, tu vois, un cheveu, tu vois, pour être à ton niveau. Mais eux, ils gagnent que dalle, quoi. Ils gagnent que dalle. C'est dur. Et c'est ça, du coup, qui t'a donné envie de monter ta fondation aujourd'hui ? Ouais, en partie. De tout ce que je fais, quand je m'implique à la fédération et autres,
je me dis, moi, le judo, cette période-là, d'abord, c'est un cadeau. Enfin, franchement, ces 15 années-là, et c'est un cadeau de moments, d'émotions, mais aussi de rencontres. Enfin, c'est là où j'ai mes amitiés les plus solides, les relations humaines les plus solides. Enfin, et après, le dernier cadeau, c'est que ça m'a propulsé. Ça m'a donné une confiance, une capacité à oser, une capacité à maîtriser plein de sujets. Ouais. C'est une formidable école, le sport de haut niveau. Ouais. Une formidable école. Mais je vais te challenger dessus juste après. Et juste, est-ce que tu peux expliquer ce que la Fondation, elle fait aujourd'hui? Je pense que c'est le bon moment, tu vois. Okay. Et puis, c'est en rapport avec, tu vois, le thème de la discussion. Comme ça, les gens comprennent un petit peu le switch mental que tu peux avoir et faire des analogies entre ce que tu as vécu et ce que tu as envie de redonner aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Alors, j'ai passé 15 jours aux Jeux qui ont été extraordinaires. Et que les Jeux et les Paralympiques aussi. Et on savait qu'après les Jeux... il allait avoir une chute significative des subventions pour le monde associatif, sportif. C'est vrai ? Ah ouais, ça coince de partout. Le comité finance plus les associations. Enfin, les municipalités sont dans le dur. L'État a baissé son budget. On voit la ministre qui vient de changer, mais avec des budgets qui ont été coupés de 30 ou 40%. Ouais. C'est significatif. Et donc, avec mon pote et associé dans la vie, David Douillet, on s'est dit comment on peut faire. On avait un petit modèle sur des opérations de promotion, parce qu'on a une activité de promotion qui permettait de collecter de l'argent dans un fonds de dotation. Et j'en parlais au jeu à Marie Barzac, qui était à l'époque directrice de l'héritage du comité d'organisation des Jeux Olympiques du COJO. Okay. Et elle me dit, c'est pas mal ton truc, t'aimerais pas le déployer? Je dis, ouais, bien sûr, si on peut aider. Elle m'a présenté la Fondation du sport français. On a créé, sous égide de la Fondation du sport français, la Fondation 1% pour le sport. Et avec ça, on a créé un label immobilier qui engage les promoteurs à labelliser leurs programmes. Cette labellisation nous permet de collecter de l'argent, et avec cet argent, on aide tout le tissu associatif local pour qu'il soit un peu plus solide et puis qu'il continue à accueillir les gamins pour que dans quelques années on continue à avoir des champions, quoi. Et pas que des champions, parce que je suis perçu. Enfin, les Jeux ont démontré ça. Le sport, c'est un formidable outil de mieux vivre ensemble, ça amplifie c'est des odes à la diversité, à la mixité. Enfin, tout le monde a passé 15 jours formidables. Et on pense que c'est toujours bien de mettre tout le monde sur un tapis de judo, un terrain de rugby, de foot, de tennis ou autre, parce que c'est comme ça qu'on apprend à vivre ensemble avec des règles, et puis le collectif se sent mieux. Ok. Voilà. Donc si je comprends bien, vous avez réussi à trouver un modèle où tous les investisseurs immobiliers qui passent par vous, ils doivent reverser une petite partie à votre fonds de dotation. Fondation. Ouais, votre fonds pardon. C'est exactement ça. Ok. Et on part du principe... Et c'est des projets en lien avec le sport ou en lien... Pas du tout. On explique simplement aux opérateurs immobiliers, vous voulez faire un beau bâtiment? Oui. Vous voulez que les gens, quand ils rentrent dans votre bâtiment et qu'ils vivent dedans, ils soient bien? Oui. Et donc, il y a plein de labels sur le bâtiment lui-même. Donc, il y a des bâtiments bas carbone, des bâtiments qui consomment moins d'énergie, il y a des bâtiments qui conservent la nature, biodiversité, nature et autres. Mais on leur explique que c'est pas un acte isolé, la construction. C'est que les gens passent pas 24 heures sur 24. Et quand ils sortent, aujourd'hui, les gens qui les accueillent dans la collectivité, c'est le monde associatif. C'est le ciment de la société. En France, il y a 20 millions de bénévoles dans toutes les passions. Hein. Enfin, ça va de la couture, en passant par le sport, en passant par la musique. Enfin, tout ça est tenu par les associations. Alors nous, par notre ADN, on aide les associations sportives. Et on leur dit, quand les gens vont sortir, pour qu'ils soient bien, il faut que le tissu associatif soit fort. Et donc, trouvons un moyen. Et donc, le moyen, c'est de l'argent. Donc, on trouve un schéma de collecte où toutes les personnes qui gravitent dans l'opération donnent un petit peu, mais un petit peu dans l'immobilier, ça fait vite beaucoup. En tout cas, c'est beaucoup pour le monde associatif. Et on reverse. On a collecté à peu près 500 000 euros là, sur les 8 premiers mois de la fondation. Et c'est en train de s'amplifier. Ouais, on est content. Ouais. On a commencé à distribuer les premiers chèques. C'était génial. On a financé
du matériel en e-sport pour des gamins sur du tennis de table, de l'équitation et de l'athlétisme pour que tout le monde puisse faire le sport. Enfin, on participe à du financement d'infrastructures. Enfin, c'est vraiment chouette et c'est en train de s'accélérer. Écoute, bravo, parce que je trouve que l'idée, elle est géniale. Ouais. Et je trouve qu'elle est vertueuse, tu vois. Ok, t'as envie d'investir à Gif-sur-Yvette. Ouais. T'as investi dans le bâtiment, il y a une super OP immobilière, mais autour, il faut qu'il y ait des assos, il faut qu'il y ait un petit tissu local. Et je trouve ça très chouette, en tout cas. Donc bravo, l'idée est cool, tu vois. Et elle fait du sens. Et je pense que entre David et David, ça doit bien marcher pour vendre le programme, quoi. Ouais, et puis c'est un modèle qui est c'est vertueux, hyper malin, parce que ça coûte pas grand-chose. Je prends toujours cet exemple. Quand on va au restaurant et qu'on nous envoie une facture de 99,60 centimes. On met 2 billets de 50 par exemple et on nous rend 40 centimes. Qu'est-ce qu'on fait? On dit c'est les pourboires, on les laisse. Nous, c'est pas des pourboires, c'est pour le sport et pour les gamins. Et c'est cette échelle-là, c'est 40 centimes tous les 100 euros pour les opérateurs immobiliers. Donc quand on divise tout ça avec tous les gens qui gravitent, c'est toute cette petite somme, mais sur un projet de 10 millions d'euros, ce qui n'est pas un projet immense, on collecte 100 000 euros. Ouais. Et c'est beaucoup d'argent, 100 000 euros pour les associations de Gif-sur-Yvette. Beaucoup, beaucoup d'argent. Ouais, c'est clair. Voilà. Ils mettent beaucoup, beaucoup d'énergie en plus pour faire des choses. Ils font déjà des merveilles avec zéro. Exactement. Donc, si on leur donne un peu, ça permet de bien les développer. Écoute, merci pour ça, d'avoir partagé ça. Donc, je reprends un peu le cours de l'histoire. Tu vas voir ton entraîneur, tu lui dis, écoute, c'est la dernière fois. Ouais. C'est la dernière fois, il te croit pas, lui. Non. Et j'avais cassé la gueule à tout le monde. Juste avant. C'est vrai? Ouais. Je m'étais mis en mode compète. Je suis monté sur le tapis. Tous ceux qui étaient là, j'étais les prendre. Et ils n'ont pas compris pourquoi. J'ai dit, OK, ça c'est fait. Ils ont vu le pitbull. Je suis parti, j'ai dit stop. Et hop, j'ai plié. C'est parti. Il n'y a personne qui a essayé de te retenir? Non, mais c'était décidé. Si, ils m'ont rappelé. Enfin, c'était décidé. Je suis parti voir mon club. Enfin, j'ai baqué. Même mon club. Non, mais les copains, tu vois. Non, enfin, tout le monde s'est interrogé, mais j'ai plus refoutu les pieds à l'INSEP. J'ai dit stop, j'ai arrêté. Et tu vois, mon club m'avait proposé dire on a compte sur toi pour les équipes et donc pour l'année d'après. Et il me dit on continue à te payer et tout. Et j'ai refusé. J'ai dit non, prenez 2 jeunes, moi j'arrête, je vais bosser, c'est terminé. Je vais passer à autre chose. Ok. Ouais. Ok. Comment tu rebondis? Est-ce que tu sais tout de suite ce que tu veux faire? Pas du tout. C'est quoi les premières étapes? Parce que t'as rien, quoi, quand même. Tu pars avec ton sac et ton kimono, quoi. Exactement. Donc, première étape, je fais un CV. Ok. Donc, voilà, ma photo, le ci, le ça. Et puis, je commence à chercher. J'ai plusieurs pistes avec des partenaires de la Fédé. Notamment à l'époque le Crédit Lyonnais, avec qui j'avais des relations, qui m'avait proposé un bon poste. Et je rencontre Lionel Desage, qui était un judoka. Alors, je le connaissais un peu avant, c'était l'ami d'un ami, et qui avait démarré sa petite boîte qui s'appelait Coff, on en a parlé tout à l'heure. Et il cherchait quelqu'un pour s'associer et puis développer son business, quelqu'un de confiance, alors qu'on ne se connaissait pas. Donc quand je dis qu'on ne se connaissait pas, on a fait 2-3 soirées ensemble à boire quelques bières, mais des soirées judoka, quoi. On n'était pas du tout intimes. Et on déjeune ensemble, il m'explique son projet, et il me dit la phrase, il me dit « je te promets rien, à part qu'on ne va pas s'ennuyer ». Et moi, l'angoisse que j'avais, c'était que j'avais passé 15 ans complètement dingue, à me lever le matin avec de l'énergie, à voyager autour du monde, faire des stages, et avoir des potes. Et là, je me disais, je vais rentrer dans un truc, et qu'est-ce que je vais devenir, si c'est pour faire un truc fadasse pendant des années. Et donc, je dis, on va pas s'ennuyer, ok, c'est parti. Donc, on a démarré ensemble donc j'ai acheté des costumes, il m'a amené à acheter des costumes bleu marine, les boutons de manchette, la cravate, pour faire un peu illusion. Je l'ai suivi pendant 6 mois. J'ai tout appris. À chaque fois, je me taisais, je faisais tous les rendez-vous, je notais tout ce que je comprenais pas. Et dans chaque métier, il y a plein de diminutifs. Il y a tout un vocabulaire. Le soir, je bouquinais tout ce que je pouvais sur la fiscalité.
Et puis, ça a démarré comme ça. Ok. Voilà. Tu connaissais rien de l'immobilier? Rien du tout. Tu te dis, je vais tout apprendre. Tout apprendre. Et là, à l'époque, la boîte, elle fait à peu près combien de chiffre d'affaires? Ouais, elle faisait pas grand-chose. Enfin, pas grand-chose. Ça marchait pas mal, mais on faisait... je sais plus. J'en ai aucune idée. Je pense que ça devait faire... J'en ai aucune idée, quoi. Je sais pas, 50, 60 ventes, je pense qu'on devait faire. Et donc l'idée, c'est vraiment des ventes immobilières. Donc il y avait des promoteurs qui construisaient des bâtiments. Exactement, et on vendait des appartements. Et vous trouviez, vous découpiez, entre guillemets, et vous revendiez. Exactement. Ok. Et en tout cas, au début, il y avait Lionel qui vendait, après moi. Et en 2006, on avait acté 596 lots par an. On était passé, c'était déjà une belle machine. Et à partir de là, on décide de vendre nos produits, on devient promoteur. Et puis, comme on vendait beaucoup de murs de maisons de retraite, on achète une maison de retraite, on la retape et on garde l'exploitation. Et puis, une deuxième, une troisième, et on se retrouve en 2010, on a plus de 500 collaborateurs. C'était un peu fou, ouais. Et toi, tu t'es formé ou tu as tout appris sur le terrain? Non. J'apprends. Je suis toujours quelqu'un qui est toujours en train de se former. Alors, tu poses beaucoup de questions, j'ai remarqué. Ouais, j'adore apprendre. Et puis, on apprend de tout le monde. J'essaye de beaucoup observer. Et j'avais fait, au bout de la deuxième année, un Master 2 de fiscalité qui était à Clermont-Ferrand. Donc, j'allais à Clermont avec Lionel, d'ailleurs. Et on bûchait. Et puis, le soir, ça nous a permis d'accélérer et puis d'avoir des compétences qui nous permettaient de passer les étapes les unes après les autres. Ouais. C'était important la fiscalité, du coup? À l'époque, ouais, parce qu'on vendait de l'immobilier à partir de lois fiscales. Les Pinel, ce genre de choses. Exactement. Okay. Il y avait les sujets étaient techniques, et plus on vendait en volume. On était spécialisé en location meublée professionnelle, c'était des tickets d'investissement qui allaient à minimum 500 000 euros jusqu'à 1, 2, 3 millions. Okay. C'est comme ça qu'on a vraiment progressé. Ok, d'accord. Vous êtes spécialisé sur un type de bien en particulier? À l'époque, c'était les murs de maisons de retraite. Ok. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a basculé dans opérateur en maison de retraite. Ok, ouais. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Ça, ouais. Mais parce que, donc, c'est pas des particuliers, du coup, tu achètes et tu revends à un pro. Un professionnel qui va l'exploiter derrière. C'était des particuliers qui achetaient à la découpe des murs de maisons de retraite. Ah, je savais pas que ça se faisait comme ça. Avec des niveaux de fiscalité importants. D'accord, ok. Ouais, c'était des contribuables qui gagnaient beaucoup d'argent et qui payaient beaucoup d'impôts. D'accord, mais ils avaient une grosse défiscalisation. Une grosse défiscalisation à la clé. D'accord, ok. Ouais. Donc c'était un modèle. Maintenant, c'est moins intéressant. C'est plus possible. Là, aujourd'hui, il y a eu tout ce métier a un peu pas disparu, mais s'est fait compresser. À l'époque, il n'y avait pas de plafond de niche fiscale. Donc les contribuables pouvaient ramener des montants d'impôts de 200 à 0. Enfin, c'était extrêmement... il y avait un effet de levier significatif. Ouais, donc il y avait un type qui pouvait venir te voir en disant « Ouais, je vais payer un demi-million d'impôts cette année. Quels sont les produits d'investissement que je peux avoir ?» Et vous lui disiez « Ok, tel départ dans des maisons de retraite, de l'immobilier en tout cas. » On avait... des maisons de retraite et on faisait aussi ce qu'on appelait la Girardin industrielle Girardin, donc il y avait, on était spécialisé là-dessus, on avait un très beau cabinet à Paris. Girardin, ça existe toujours, non? Ouais, ça existe toujours, mais pas. Il n'y a pas un truc outre-mer aussi? C'était ça. Voilà, ok, d'accord. T'es au fait du truc. Ouais, mais c'est un petit peu opaque. Pour moi, c'est pas les trucs qui m'attiraient. Je préfère les trucs un peu plus simples, tu vois. Je suis passé du tatami à ça. Ça a été, voilà. Pas préparé, mais ça m'a passionné aussi. C'était marrant. Il y a eu des moments de doute parce que franchement, c'est chaud parce que t'investis là beaucoup d'argent. Enfin, je sais pas comment. Oui, il y a de l'argent de la banque, mais vous bloquez. J'imagine que si vous avez lancé votre boîte de promotion, vous devez bloquer un peu d'argent. Là, si vous avez, il y a des ventes, tout est un peu urgent. Il y a beaucoup d'administratifs. C'est des gros montants. C'est des gens qui sont exigeants aussi. Les gens qui sont très riches, ils sont parfois très très exigeants. Il y a beaucoup de légal, beaucoup de fiscalité. Il n'y a pas eu des moments où tu sais dans quoi je me suis embarqué? Non. Ça a été... il y a eu des moments de galère, parce que ça n'a pas été rose. Il y a vraiment eu des galères dures à passer, mais de doute, jamais. Et
Je crois que ça venait un peu de la culture sportive et le fait d'avoir arrêté au bon moment. J'avais gardé cette folie, ambition en disant voilà, on va y arriver. Et donc, on a traversé quelques tempêtes. Voilà. Non. Ok. Mais par contre, ça n'a pas été simple. Hein. C'était quoi les galères? On a fait des mauvais investissements. On a pris des risques sur la première opération qu'on fait en marchand, où on met 5 ans d'épargne de la boîte en dépôt de garantie, sans conditions suspensives de financement. Donc, si on n'avait pas de financement, tout ça s'évaporait. À un moment donné, il a fallu passer les étapes et puis de se dire on y va pas. Donc, mais bon, c'est que de l'argent. Je plaisante. Ouais, non, mais effectivement, c'est pas des vies non plus, tu vois, c'est sûr. Voilà, si tu fais rien, il se passe rien, quoi. Ouais. Et donc ça passe, toi tu rejoins la société et en l'espace de 5-6 ans, vous arrivez à 500 collaborateurs à peu près? Non. Ça met combien de temps? En raison de 5-6 ans, on jump vraiment sur le métier, la distribution immobilière. Et à partir du moment où on avait une solidité sur les volumes qu'on distribuait, on commence à renforcer, à aller sur d'autres métiers, comme la promotion immobilière, les opérations de marchand de biens. Et on a découlé les exploitations. Alors, les premières... Le premier départ, c'est les exploitations de maisons de retraite. Et à chaque fois qu'on rajoutait une maison de retraite, on rajoutait à peu près 50 à 70 collaborateurs dans le groupe. Ouais. Et donc, j'en ai eu 17. En 2011, on avait 17 établissements, un peu plus de 1500 lits. Et c'est là qu'on a fait notre premier exit. Ok. Ouais. Donc ouais, si je comprends bien, au début, tu es distributeur, donc il y a des gens qui vendent des professionnels qui vendent des appartements neufs ou des biens immobiliers neufs, essentiellement. Oui. Et toi, tu t'occupes de faire la mise en relation avec les acheteurs, avec des acheteurs. Exactement. Un peu un métier d'agent immobilier, finalement. Exactement. Au départ, on fait que de l'immobilier. Donc on fait de la transaction immobilière avec une carte T. Enfin voilà, on est agent immobilier avec une spécialité sur, entre guillemets, l'optimisation fiscale. Ouais. C'est-à-dire comment bien acheter. Et à partir du moment où on a beaucoup de volume et on est sur un secteur où on travaille beaucoup, c'est les maisons de retraite, on commence à se dire pourquoi pas faire nos propres opérations. Donc construire et aussi exploiter, c'est-à-dire après, vous maîtrisez toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur. Voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Est-ce que, sans forcément rentrer dans les détails, mais moi je suis hyper curieux, tu vois, c'est quoi un peu les ratios économiques, tu vois, imaginons, tu te dis ok, ta construction, je dois mettre en apport 10%, la banque elle met 90%, t'es sur un établissement à, on va dire, je sais pas, 5-6 millions à peu près, ou en moyenne. Après, du coup, tu te le vends à toi-même, donc il n'y a plus cette étape de distribution à faire. Non, on les redistribuait. Hein. On avait tu les redistribues aux investisseurs? On n'était pas propriétaire des murs. T'étais pas propriétaire des murs. J'étais pas propriétaire des murs. Et c'est comme ça. Et après, par contre, tu leur exploites. T'exploites pour les... Et c'est l'argent des opérations des murs qui nous permettait, comme on gagnait un peu notre vie là, d'acquérir les modèles d'exploitation et de les lancer. Si je peux me permettre, c'est un peu le même modèle que Pierre et Vacances, MGM, CGH, enfin, c'est un peu ça. Mais pour dédié au... T'as tout compris. Ok, d'accord. Voilà, c'était ça. Ok. Wow, passionnant. Ouais, c'est passionnant. Et est-ce qu'il n'y a pas c'était la question qui te titille. Je suis curieux d'avoir ton avis. Mes parents, ils ont fait un investissement comme ça, tu vois, dans un appartement à la montagne qui était acheté sur plan avec de la défiscalisation et ensuite qui était exploité et loué, tu vois, par l'organisme. Ce que j'ai trouvé, moi, un peu avec le recul, c'est qu'il y avait un peu un désalignement d'intérêts entre nous, donc propriétaires du bien et propriétaire du bien, on va dire, et l'exploitant. Parce que l'exploitant, il veut un peu tirer les marges, il veut payer le moins possible le propriétaire, tu vois, sur les loyers ou quoi. L'expérience un peu client de la résidence, en l'occurrence, quand tu tires la marge, que t'as moins de ménage, que t'as moins de... Ta piscine, elle ferme 1 heure plus tôt, ou je sais pas quoi, tu perds un peu de notation. Tu augmentes ton rendement, mais tu perds ta satisfaction client.
il y avait toujours un peu de tension, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ils ont l'air de bien gagner leur vie, ces boîtes-là, mais je me suis dit, il y a quand même un petit désalignement d'intérêt avec le propriétaire. Après, les... Bon, c'est particulier, c'est pour les vacances aussi. Non, mais c'est sur les mêmes sujets. T'as des engagements qui sont très longs hein, quand t'es exploitant. Enfin, c'était des baux de... 8-10 ans, ouais. Ouais, on était même, je crois, un peu plus. Je crois qu'on était entre 10 et 12. Donc, le contrat, l'engagement, c'est un engagement long. Et en tout cas, nous, notre modèle, il était plutôt de tirer les modèles d'exploitation vers le haut. On était sur un schéma où toute la volonté sur Revance, c'était d'aller chercher une proposition qui était un peu au-dessus qui n'était pas les moins bons du marché en termes de prix proposés à nos papis-mamies qui nous rejoignaient. Ouais. Par contre, en termes de qualité, je pense qu'on était vraiment au top. Ok. Donc, on n'avait pas de problème pour payer notre loyer, on a gagné notre vie. Mais je pense que nos investisseurs n'ont pas eu de problème non plus. Ok. Bon, mais, non, mais merci, c'est intéressant. En tout cas, effectivement, mais je pense que c'est des modèles où soit tu rentres dans une dynamique effectivement de premiumisation un petit peu ou de haut de gamme pour que les marges soient plus fortes et que tout le monde s'y retrouve. Mais si tu es dans une stratégie un peu au contraire de plus... Après, ça reste un investissement. Hein. Bien sûr. Il y a des bons investissements. Il y a des bons... C'est le monde de l'investissement. Ouais. Ouais. C'est ce que d'ailleurs je disais à tous mes clients. Quoi. Ils me disaient qu'est-ce que vous feriez ? Je dis moi je ne ferais pas. Je ne peux pas vous dire ce que je ferais. C'est à vous de décider, ça reste un investissement. Moi, mon boulot, c'est que juridiquement, il soit bien monté. C'est-à-dire que quand je vous vends le dossier, il soit livré en temps et en heure, qu'il y ait toutes les garanties, et puis que fiscalement, tout fonctionne. Après, j'avais un client qui avait pris une décision. Il avait investi à Mantes-la-Jolie. Et moi, j'avais un dossier, à l'époque, c'était à Carquefou, près de Nantes. Et spontanément, je leur ai dit, non, on prend plutôt celui de Nantes, belle banlieue et autres. Et un an après, une du Parisien, Mantes-la-Jolie, plus 35%. Enfin, c'était quelque chose de... Il y avait une inflation significative. On ne peut pas savoir. Voilà. Et quand on investit, à un moment donné, le responsable, c'est l'investisseur. Voilà. Ah, bien sûr. Et puis l'immobilier, ça reste... C'est un joli jeu, en tout cas. Ouais. Vous êtes 2 associés sur cette société ? À l'époque, 3. Il y avait Karine aussi. Ok. Ouais. Comment est-ce que vous répartissez les rôles ? Et toi, c'est quoi tes points forts d'entrepreneur ? Alors, à l'époque, Lionel s'occupait plutôt du développement, Karine de tout le suivi administratif. Et moi, mon point fort, comment je le définirais, j'adore apprendre des métiers. Voilà. Donc, toi, t'étais le pompier, en fait. Je sais même pas, c'est pas le pompier, mais l'opérationnel. Quand on a démarré la promotion, je me suis tapé la première opération de promotion. Donc j'ai tout fait. J'ai été voir tous les corps de métier. J'ai essayé de m'absorber de cette nouveauté comme je l'avais fait sur la Défisc. Et après, quand on a attaqué les maisons de retraite, là c'est pareil. Je me suis plongé dans le truc. Le boulot, une fois qu'on a compris, c'est mettre des gens compétents au bon endroit. Ouais, parce que moi, j'ai jamais mis un parpaing, j'ai jamais monté une prise, et puis j'ai jamais fait à manger dans mes maisons de retraite, et j'ai jamais donné un cours d'informatique dans mes écoles. Donc, c'est pas mon boulot. Et mon boulot, par contre, c'est de comprendre, d'avoir une vision, et puis de proposer ça à des gens compétents. Ok. Ouais. Donc si t'es un peu celui qui lance les nouveaux projets, peut-être. Un peu, ouais. Ok. Ouais. Hyper intéressant, et c'est... Donc ton point fort, c'est d'apprendre, d'être curieux, de jamais te lasser, de toujours aller chercher de la nouvelle information. Qu'est-ce qui était dur pour toi en tant qu'entrepreneur ? Est-ce qu'il y a eu des sujets qui t'ont plus donné du fil à retordre ? Entrepreneur, c'est dur. Enfin, et c'est dur surtout quand tu crées. Quand tu crées des nouveaux métiers, et tout ça, c'est dur. Mais la règle, c'est... on ne fait pas des projets ambitieux sans que ce soit dur. Enfin, je ne sais pas si j'y ai répondu. Ouais, bien sûr. Voilà. T'aimes quand c'est dur, en fait. Ouais. Quand c'est qu'il y a un beau sujet. De toute manière, tout ce qui est
trop simple apporte peu de satisfaction. Enfin, c'est quand on fait quelque chose le schéma de création nécessite un peu d'effort. C'est pas je sais pas comment dire, mais si on veut faire un beau projet, on sait qu'on va suer. Et quand on a réussi ou quand on a fait le chemin, c'est une belle histoire, c'est une belle aventure. Ouais. T'as dû travailler sur certaines croyances, tu vois, peut-être des croyances du monde du sport ou des croyances qui ont pu te transmettre tes parents, sur lesquels t'as un peu bossé pour t'en affranchir? Ou finalement, ça a été assez... Non. Ouais. J'ai pas de croyance interne. Je suis quelqu'un qui terre beaucoup et qui est toujours dans une démarche de progression. Et donc, je suis pas dogmatique. Si je crois quelque chose et que le lendemain, on me démontre. Si on me dit, ça compte pas. Mais si on me démontre je suis capable de dire, OK, j'avais tort et je passe à autre chose. Donc, j'ai vraiment... je sais pas si c'est une qualité, mais en tout cas, j'essaye d'avancer comme ça. Ouais, t'as cette flexibilité-là où tu n'as pas de jugement et tu... Exactement. OK. Ouais. C'est hyper intéressant en tout cas. Il y a des trucs que tu détestes faire quand même dans le boulot? Qu'est-ce que j'aime pas faire? Tout ce qui est pas... qui est redondant peut-être? Ouais, que c'est redondant quand il faut refaire tout le temps la même chose. J'aime pas ça. Ouais. J'aime bien créer. Ouais. Okay. J'aime bien quand ça avance. T'as appris qu'est-ce que tu retiens, tu vois, avec le recul des compétences que t'as apprises dans le sport? Si tu devais faire un peu le bilan, tu vois, en gros, ça serait quoi vraiment les trucs que tu as construits dans le judo, que tu as construits dans le sport et que tu as gardé après toute ta vie comme des forces? Il y a plein de choses. Moi, je suis un pur produit de l'école du judo. Dans ma façon de projeter dans la vie. Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment... on nous apprend à perdre, on ne gagne pas tous ces combats. On nous apprend à gagner et à nous remettre en cause le lendemain. On nous apprend à gérer le stress. Moi, j'ai jamais rien trouvé de plus dur que de dire un quel, tapis 2, et tu peux pas dire je suis pas prêt, je suis pas ci, je suis pas ça. C'est 9h, 9h08, on t'appelle et il faut monter. Et tu peux, c'est le now. Et puis tu montes en face d'un type que tu n'as jamais vu. Et c'est parti, puis tu peux pas lui dire, tu peux pas bluffer, t'es pas là en train de lui dire attention, je me suis super entraîné. Non, c'est parti. Il n'y a plus personne qui t'aide et tu as 5 minutes pour trouver une solution, sinon tu pars à la douche et la journée est finie. Il y en a eu des combats comme ça où je suis parti à la douche, ouais, bien sûr. Mais ce moment de vérité, c'est quelque chose d'extrêmement dur à vivre. Et quand tu as passé ça, après, je vais pas dire que c'est un boulevard, mais c'est beaucoup plus simple. Et donc ça te donne une confiance en soi, en toi, ça apporte plein de choses importantes. Toute cette période a concentré énormément de tips pour la suite. Ah, ok. Ouais. C'est marrant, tu vois, j'essaye aussi un peu de déconstruire les passerelles entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, parce qu'on y a souvent... Tu vois, des coachs, alors souvent qui n'ont pas été vraiment entrepreneurs, ni pas vraiment sportifs de haut niveau, qui font beaucoup de passerelles. Je trouve qu'il y en a certaines qui sont très vraies, tu vois, finalement sur ça, sur être prêt maintenant. Ouais. Ça, c'est un truc... c'est comme les soldats. Je pense que, tu vois, les soldats, ils ont ce truc. On les réveille à 5h du mat, on leur dit il y a ça à faire, machin. C'est pas demain, quoi. C'est maintenant. Et ça, c'est un truc que l'entreprise t'apprend moins, d'être prêt maintenant, tout de suite. On t'autorise beaucoup à repousser un peu. Et le sport, je pense que il y a ce truc de la gestion du stress et d'être prêt tout de suite qui est hyper puissant, quoi. T'as pas le choix. Soit t'es là, soit t'es pas là. Hein. Non, c'est... Ouais. Vous êtes beaucoup, en plus, vous, de votre génération de judo, à avoir monté des boîtes, à avoir monté des business. Entre Stéphane, David, il est aussi dans le business. Pas mal. En tout cas,
Ouais. Bon, je vous vois tous les trois, donc j'imagine que vous êtes peut-être la surface de l'iceberg qui cache le reste, mais j'ai l'impression que... Il y a un peu de tout. Ouais. Il y a un peu de tout. Par contre, c'est assez rare que les mecs soient restés sur le carreau. Voilà. Il y a un peu de tout et tout le monde a plus ou moins fait son chemin avec une certaine réussite, quelle que soit la direction. Ouais, je pense que ça me motive, quoi. Ça... Ouais, et puis c'est des caractères. Enfin, faire du sport de haut niveau, comme le judo, faut s'entraîner, il faut être résilient, faut, sur la durée, pour être ceinture de judo, c'est presque entre 5 et 10 ans. Tout ça, c'est des caractéristiques qui font que si tu le reproduis ailleurs, tu retires quelques marrons quand même. Voilà. Tu pars pas les mains vides. Tu gardes quand même pas mal de copains de cette époque-là. Ouais. Mais d'ailleurs, je garde des copains. J'ai 3 vies. Hein. J'ai la vie sportive, la vie pure business et la vie qui est un peu plus business, philanthropie, bénévolat. Et beaucoup de copains, pas du tout de copains. Et là, j'en reconstruis. Bon, on va y venir. Si tu veux, on fait rapidement Innov. La vente de Coff, Innov. Et un peu ce switch sur la troisième vie, parce que je sais que c'était important pour toi. Comment est-ce qu'on arrive à vendre une boîte comme Coff alors que tu as 17 établissements, tu as 1500 lits, vous êtes en train de devenir un titan de après, il y a des gros groupes. Il y a des gros groupes. Alors, d'abord, on n'était pas un titan. Et les gros groupes se consolidaient fort, plus vite que nous. Et moi, je suis un développeur et on était en butée de développement. Et donc, à un moment donné, les gros groupes s'aggloméraient. On nous a proposé de rentrer dans la démarche. On a dit oui. Voilà. Okay. Voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, il y avait une butée dans les capacités à se développer à notre échelle. On savait plus faire. Et donc, le marché était en train de se saturer. Et donc, et comme on est des développeurs, on est passé à autre chose. Ok. Ouais. Ça prend du temps à valoriser une boîte quand tu as des actifs, des propriétaires d'un côté, où ça se fait, il y a des standards de marché, c'est très structuré. Il y a des standards de marché, ça s'est mis à la cote et puis on a mis ça sur le marché. Ah, c'est vous qui l'avez mis sur le marché? On avait un fonds qui était avec nous et ils nous ont accompagnés, hein, on a mis ça sur le marché et puis ça s'est fait naturellement. Ouais, ça prend du temps? Ouais, ça a pris... comme on n'a pas tout vendu d'un coup et qu'on a vendu ça en plusieurs fois, ça a pris 2 ans. Ok. Ouais, pour tout sortir. Ouais, t'as pas trouvé quelqu'un qui voulait le package entier? Non, on vendait plus cher. C'était... ça permettait... Il y en a qui voulaient s'implanter là, qui n'avaient pas d'implantation, qui étaient prêts à investir plus, etc., etc. Donc, il y avait un intérêt pour nous à prendre notre temps. Tout le parc n'était pas aussi à maturité. Il y avait des produits qui n'étaient pas encore livrés et autres. Donc on a fini le travail et puis on a mis les projets en vente. T'as jamais été salarié, du coup, des gens qui t'ont racheté? Non. De toute ma vie, j'ai jamais été salarié. Comment elle passe, du coup, la phase de transition Moi, tu vois, je viens un peu du monde de la tech. Finalement, tu te fais absorber par un plus gros. Ils arrivent, c'est très simple. Ils rachètent 100% tout de suite et on te met en CDI, tu vois. Et souvent, il y a un peu une négo pour savoir est-ce que tu restes avec ta société holding et tu factures, mais du coup, tu n'as plus la sécurité. Enfin bref, il y a souvent un peu il n'y a pas beaucoup de négo. Enfin, il y a quand même le salaire du dirigeant et ce qu'on appelle l'earn-out. Donc, c'est son salaire. Enfin, c'est la prime. On va faire très simple. C'est une prime de réussite si la vente se passe bien au bout de 2 ans, 3 ans généralement. Mais il faut rester, même si ça se passe pas bien avec l'acquéreur. Toi, comment ça a été dealé un peu, si tu peux révéler 2-3 trucs? Nous, il n'y a pas eu ça. On était sur des schémas qui étaient beaucoup plus simples, c'est-à-dire qu'ils achetaient les actifs de maisons de retraite et puis ils les pluguaient sur leur modèle. Donc on a vendu ça à des opérateurs qui avaient déjà toute la plateforme de gestion. Donc tu n'as pas besoin de les accompagner? Pas du tout. Ils prenaient, ils pluguaient et ils partaient. Voilà, donc c'est magnifique ça. On est sorti sans engagement. Je peux faire la même chose avec le studio, du coup, s'il y a des groupes de studio. Je te le souhaite. Non, mais d'en racheter, tu vois, et de les plugger dessus. S'il y a quelqu'un qui a déjà des studios, qu'il a l'habitude, au contraire, hein, il va vouloir mettre sa patte et puis c'est nous qui allons racheter. Ouais, c'est possible aussi. Faut développer. On avait commencé comme ça. Ok. Faut développer. Donc super belle, j'imagine, une belle sortie,
sans en plus la partie un peu douloureuse des fois de revenir au salariat. Comment l'idée des écoles, elle arrive? Alors, elle arrive... on avait un modèle qui consistait à faire des murs de maisons de retraite pour des modèles d'exploitation de résidences médicalisées. Et quand on construisait bien, eh bien, on gagnait une plus-value à ramener tous ces papis-mamies dans un établissement de haut niveau. On vendait plus cher. Donc on a vu que c'était possible de le faire aussi sur les écoles. Il y avait plein de petites écoles avec les nouvelles technologies qui avaient émergé. Et elles se retrouvaient un peu coincées dans des locaux. On s'est dit, si on en rachète 1, 2, 3 sur une ville, et qu'on construit un très beau campus et qu'on les ramène tous au même endroit avec une capacité de développement, on va créer de la valeur. Donc, pure analyse de ce qu'on savait faire sur un autre secteur d'activité. Ok. Ouais, simplement. Vous avez eu combien d'écoles et de marques? Vous n'avez pas créé les écoles de zéro d'ailleurs? Alors si, on en a créé certaines de zéro, et puis après on en a racheté. Et puis une fois qu'on en avait... on rachetait pour avoir les compétences technologiques sur un secteur. Et puis quand on avait plusieurs compétences, et qu'on les avait agglomérées, on les a mis sur une marque ombrelle qui s'appelle Innov. Et puis on a déployé après des campus partout. En fait, le business des écoles, c'est presque un business d'immobilier en fait. Alors ça en fait pas. Si t'as pas d'immobilier, tu peux pas recevoir. Enfin, tu peux louer, tu vois. Oui, mais les locations c'est 369. Quand tu t'engages, il faut déménager tous les 3 ans. Enfin, d'avoir une cap. Et puis c'est pas du tout adapté. Enfin, c'est souvent des bureaux qu'on transforme un peu. Mais d'avoir un joli campus qui est complètement adapté à l'éducation donne forcément une valeur ajoutée par rapport au marché. Ok. Ouais. Faut beaucoup d'argent pour lancer une marque du coup d'école. Ouais. Parce qu'il faut recruter. On a beaucoup réinvesti sur ce qu'on avait vendu. On a beaucoup réinvesti. Ok. Ouais. Donc c'était quoi les marques que vous aviez par exemple? À l'époque, il y avait des Ingesup, Limart, Estey, Infosup, il y avait Isée, il y avait plein de marques. Et on rachetait plein de petites écoles comme ça. Et ça nous permettait d'acquérir la compétence verticale de l'école, que ce soit en 3D, en audiovisuel, en informatique et autres. Et puis tu les fais émerger en fait. Et après, une fois qu'on a fait ça, on a créé une espèce d'université globale, quoi. Non, mais maintenant que tu le dis, en fait, c'est vrai que je suis allé visiter SMS il n'y a pas très longtemps à Paris, mais ils sont dans les mêmes locaux que Sub de je sais pas quoi. Donc j'imagine, c'est le même groupe, et j'imagine. Et c'est dans un beau bâtiment qui est bien adapté, effectivement. C'est important. Ok. Donc tu rachètes des petites écoles et ensuite tu les fédères dans un lieu commun. Exactement. Pour et du coup optimiser leur coût de location des locaux en plus. Puis surtout amener une prestation. Enfin, c'est une prestation de qualité, quoi. Ouais, d'accord. Tu fais des beaux locaux, les étudiants sont bien accueillis, du coup ils en parlent et tu recrutes mieux, exactement. Etc. Vous aviez combien d'étudiants à la fin? Moi, quand je suis parti, on devait être à un peu plus de 4 5 000. On a démarré en 2011 avec 70 Par étudiants. promo ou au global? Non, global. Global. Et 70 étudiants, quand je suis parti, 4 ou 5 000, je ne sais pas combien ils sont, 10, 11, ça a bien développé. Ouais. Ok. Ouais. C'est un beau modèle. En tout cas. C'est intéressant. Pas d'école dans le sport? Non, on n'a pas fait d'école dans le sport. Ouais. Non, c'était pas ce que n'avais pas racheté. Et vous avez fait essentiellement des écoles d'informatique. Ouais, c'est en digital. Digital, nouvelle. Mais je pense que j'ai reçu des CV de vous, de services entreprises c'est possible. qui proposent des développeurs ou quoi. T'as appris quoi toi de cette période-là? Parce que tu fais un peu plus de B2C du coup, vu que tu commercialises directement à des étudiants. T'apprends un peu. Le cas aussi, c'est une autre. C'est une autre typologie. C'est une autre. Ce que j'ai appris, c'était vraiment chouette. Je sortais d'un métier sur les maisons de retraite qui est ultra normé, où il y a peu de création, il y a peu de créativité, on peut pas trop inventer, à un modèle qui est ultra libéral. Est-ce que le gamin il vient, est-ce qu'il a un diplôme qui lui permet d'avoir un boulot, et quelle que soit la façon de la question, le juge de paix, c'est est-ce qu'il a un boulot. Alors que dans les maisons de retraite, le juge de paix, c'est
les organismes de l'État du médical, des médico-sociaux qui viennent vérifier que tu as bien respecté toutes les normes. C'était moins fun. Ok. Ouais, donc à ce moment-là, tu t'amuses, tu fais des bâtiments comme tu veux. On fait des bâtiments, puis surtout en termes de pédagogie, il y a beaucoup de création. On mélange les gamins ensemble. Enfin, c'était ultra fun. Ok. Ultra fun, ouais. Et il y a, le marché est grossi. Ouais, le marché de l'éducation. Ouais, à l'époque, ouais. Parce que j'ai l'impression que les étudiants vont de moins en moins à l'université ou. C'est toujours pareil. C'est le rapport qualité-prix. Enfin, c'est pas cher pour l'étudiant, mais c'est très cher pour le contribuable. Ça coûte plus cher. Faut le dire. Pour le contribuable, ça coûte plus cher en termes de coût qu'une école privée. Pour un épanouissement du gamin qui est assez relatif. Ouais, c'est pas terrible. Je suis passé par la fac, je vais pas cracher dessus. Mais c'est dur, la fac. Ça me rappelle l'INSEP. C'est un système qui vieillit mal, quoi. Je pense qu'il y a eu des très très bonnes années, tu vois, dans les années 60, 70, 80. Et aujourd'hui, c'est un système qui doit se renouveler dans des nouveaux locaux, avec des nouvelles façons d'éduquer aussi. C'est dur. Et je sais que moi, je suis intervenant dans des écoles. Souvent, tu vois, on me dit, ah bah tiens, t'as monté un business à partir d'un podcast. Maintenant, t'as des studios, donc c'est inspirant pour les étudiants parce que c'est hyper concret. Tu vois, au début, j'ai payé 300 balles un micro. J'ai pris mon compte Instagram. J'ai fait une liste de 300 athlètes à interviewer. J'en ai contacté 300. J'ai eu 2 réponses. Et puis c'est parti, tu vois. Et puis après, je suis allé voir les 298 autres et je leur ai dit, hey, il y a ces 2-là qui m'ont répondu et regardez, on a fait un truc. Et puis du coup, il y en a eu un 3e, un 4e. Donc c'est un peu inspirant. C'était juste de la sueur, de la motive et puis après, oui, un peu de travail à préparer les questions, à m'intéresser à la personne que j'ai en face de moi. Mais en tout cas, pour moi, c'était assez instinctif. Peut-être que d'autres, ça peut les effrayer, mais pour moi, c'était du plaisir, du kiff, des rencontres. Et ça m'a plongé dans le sport que j'aimais. Et je voyais... je faisais les passerelles entre le sport et les sujets que j'aime bien. Donc, et c'est hyper inspirant pour les gamins. Mais tu vois, et je vois à la fac... à la fac, il y a très peu d'intervenants professionnels, peu la phase un peu inspirationnelle aussi. Et c'est dommage. C'est d'autres modèles. Et puis, ils prennent des wagons de gamins, mais ils en amènent très peu au bout. Quand on rentre dans des écoles privées, l'engagement aussi, c'est de l'accompagner jusqu'à la sortie. Alors que là, à la fac, c'est plutôt plus vite je te sors. C'est un modèle qui n'est pas le même. Ouais, bien sûr. Tu t'es intéressé du coup un peu à la partie pédagogique ? Ouais, j'adorais ça. Et j'adore ça toujours. Mais ok. Moi, je crois de plus en plus, tu vois, à la pédagogie par l'action. Bien sûr. Et de moins en moins à la pédagogie par les cahiers, l'apprentissage et tout. Est-ce que vous avez mis des choses en place, tu vois, enfin, même de manière générale, c'était quoi votre pédagogie et comment Alors, je sais pas où ils en sont, mais à l'époque on travaillait beaucoup ce qu'on appelait des pédagogies inversées, où on donne des projets aux gamins. Et c'est le projet qui fait que la compétence elle s'acquiert par la construction du projet, avec des recherches, avec des tests, avec des ratés, avec des réussites, avec des échanges avec les copains et avec des mélanges intra-promo. Donc, il y avait tout ce travail qui faisait que le gamin prenait un sujet qui l'intéresse. Parce que, moi, je prône ça. Si t'es pas intéressé par un truc, tu l'apprends pas. Alors que si le truc te passionne, petit à petit, tu vas apprendre des choses et puis il va y avoir des passerelles vers un autre sujet, puis un autre sujet, puis un autre sujet. Et puis c'est toi volontairement qui iras chercher à étaler ta compétence, à l'étoffer, plutôt que si on te dit c'est comme ça et pas autrement. Aujourd'hui, il y a plein de gamins qui sont complètement hermétiques à ce type d'apprentissage. Et il y a d'autres choses que tu as vues un peu sur la partie pédagogique, tu vois, peut-être que toi tu fais avec tes enfants ou que toi tu t'es appliqué à toi-même sur la façon d'apprendre. Moi, j'adore l'école. Je trouve que c'est important qu'on garde l'école, mais je trouve aujourd'hui il y a tellement d'études scientifiques qui montrent qu'on se plante un peu en France. Et qu'on n'ose pas, tu vois, remettre un peu en question les statu quo et les choses qu'on a mis en place. Et des fois, il y a des
personnes un peu plus âgées qui nous disent ah mais moi j'en suis pas mort et puis moi je suis encore très bien aujourd'hui. Oui mais bon si c'est prouvé que faire 2 heures de sport par jour t'apprends plus vite. Bon, pourquoi tu m'en fais faire que 0 minutes, tu vois. Tu vois, il y a des trucs un peu comme ça. Mais... Non, mais ça, c'est des vrais sujets. Donc, toi, qu'est-ce que tu as observé, toi? Qu'est-ce que tu as appris? Moi, je suis plus chez Innov et je suis en train de redévelopper et de réinvestir dans l'éducation. Et on a un sujet qui est un peu le parallèle avec la pratique du haut niveau. Moi, quand j'étais athlète de haut niveau, dans toute ma programmation de la semaine, bien sûr, on m'apprenait à améliorer ma technique de judoka. C'était, si tu ne sais pas faire un beau mouvement, bah, tu ne le passes pas, point. Par contre, on faisait gaffe à mon corps. Il fallait que mon corps soit performant. Et il fallait que ma tête soit capable aussi d'accuser des oscillations dans la performance. Et ça, aujourd'hui, à l'école, ça ne se retrouve pas. Et donc, on est en train de remettre des cursus où on tient compte de l'individu, pas pour qu'il fasse du sport, mais qu'il soit à l'écoute de son corps, qu'il sache écouter les signaux faibles, de savoir comment respirer, comment manger, comment dormir, comment prendre soin de soi, tout simplement, et d'accompagner ça avec une stabilité émotionnelle pour que la technique qu'on lui apprend soit efficace. Parce qu'un gamin qui est aussi bon techniquement qu'il soit et qui est en burn-out, ou qui est mal dans sa peau, sera un mauvais professionnel. Et donc, on est en train de baser tout le cursus sur la technique, l'esprit et le corps pour que nos gamins soient des gamins épanouis quand ils sortent sur le marché du travail. Okay. Ouais, ça nous paraît tellement évident, mais c'est pas fait. Non, et puis même sur la gestion des émotions et le savoir-vivre, le savoir-vivre. Complètement. Il y a des choses. Là, le dernier truc que j'ai lu, bon, je digresse un peu, mais ça t'intéressera, c'est en Slovénie. Ils ont lancé dans les années 80 un programme qui s'appelle Slow Fit, bon, ça s'appelle pour la Slovénie, et qui fait passer tous les ans à tous les enfants de toute la Slovénie des tests où ils ont gainage en planche maximum, suspension à une barre maximum, test de VMA, je crois qu'ils ont maximum de squats aussi. Okay. Ils leur font faire de la natation. Et en fait, donc, tous les enfants, ils sont suivis d'année en année et tout. Et en fait, ils se sont rendus compte de plein de trucs. Déjà, quand les réseaux sociaux sont arrivés, ils ont vu augmentation de la sédentarité, ils ont vu baisse de la VMA moyenne de l'ordre de 20%, tu vois, en l'espace de 4-5 ans. Ce qui est énorme, tu vois, c'était fou. Et donc, ils ont réintégré plein de trucs, tu vois. Et donc, moi, ça m'a passionné, en fait, de voir à quel point... Et aujourd'hui, ce qui est hyper intéressant sur le long terme, c'est qu'aujourd'hui, les Slovènes sont considérés comme le peuple européen le plus autonome en termes de santé. C'est-à-dire que les médecins peuvent... les médecins te disent ah non, mais là, tu travailles trop, va passer du temps en forêt, tu vois. Et les gens s'autogèrent beaucoup mieux que nous, en France, où on arrive, on perd des cheveux, et on dit qu'est-ce qu'il faut, tu vois. Ils ont totalement raison. Mais vraiment, quand j'étais judoka, je suis passé de Blanc-Ménil au Racing Club de France. Et j'ai découvert un coach qui était double champion olympique. Et au bout d'un mois, ce coach me dit « David, il faut que je te voie ». Et il me dit « David, tu t'entraînes trop ». Ah, il me dit « Ah, on te voit. Ah, t'es généreux. Ah, tu sues. Ah, là, t'es là. Et ah, ça brasse. Et ah, tu... » Et il dit « On va ralentir tout ça. Et on va mieux s'entraîner. » Donc, il m'a baissé mes doses d'entraînement. Il a rajouté de l'entraînement entre guillemets intellectuel qui était l'analyse de l'entraînement, comment je pouvais progresser et autres. Et j'ai été 10 fois plus efficace. En 6 mois, j'étais propulsé au niveau international. Et donc, la capacité à écouter son corps, à écouter sa tête, à être bien dans ses baskets, a une influence énorme sur sa capacité à produire. Enfin, c'est tellement évident que je comprends même pas comment c'est pas pris en charge. Ça te fait pas peur les nouvelles générations de jeunes justement qui naissent maintenant avec des écrans? Tu vois, on fait partie. Moi, je suis peut-être une des dernières générations où j'ai eu mon premier téléphone à 15 ans. Donc bon, on va dire que ma tête était pas encore terminée, mais la première fois j'avais juste des SMS. Il y avait pas Facebook. Facebook, c'est arrivé. Je crois quand j'étais en terminale. Ça t'inquiète pas un peu, tu vois,
cette déferlescence de l'ultra digital, des réseaux sociaux sur les jeunes générations? Non. Non. Faut faire confiance aux jeunes. Moi, j'ai confiance je vois mes gamins évoluer, ils évoluent bien. Là, on parle de l'IA qui arrive, qui va remplacer tout le monde, mais l'IA ne remplacera pas un footing. Non, mais peut faire plein de choses, hein, ok, ça va t'améliorer de capacité à écrire, à faire des montages et autres, mais toutes les choses qui connectent l'humain, ça va pas planter des tomates dans le jardin, enfin toutes les choses qui sont liées à la nature, à l'échange, au sport et autres vont au contraire se réamplifier. Je suis convaincu qu'on part dans la bonne direction. Ouais. Non, là-dessus, je te rejoins, tu vois, c'est juste sur le temps passé sur les écrans versus dehors ou à sociabiliser. Après, c'est là où le monde éducatif doit prendre, enfin, dans les schémas de formation. Enfin, quand on parle d'Imagine Campus, l'école qu'on est en train de déployer, c'est ce qu'on explique. C'est si je t'apprends aujourd'hui en informatique à coder, ok. Dans 3 ans, je pense qu'il y aura un IA qui codera mieux que toi. Donc moi, ce que je dois t'apprendre, c'est autre chose. C'est à comprendre ce que tu veux et comprendre ce que les autres veulent pour pouvoir leur livrer une prestation, échanger avec les autres, être bien dans tes baskets. Enfin, là, tu as 40 ans devant toi. C'est comment, avec des compétences qui vont devoir évoluer tout le temps, tu seras capable d'absorber les hauts et les bas et puis être bien dans tes pompes pour toujours être efficace. Je pense que c'est ça l'avenir de l'éducation. Ok. En tout cas, c'est ma conviction. Ouais, non, mais c'est intéressant. Il y avait d'autres pédagogies que tu avais vues ou qui t'ont intéressé, que vous avez essayé de mettre dans vos écoles? Bon, on a fait plein de tests. Hein. Moi, là, c'est pareil. Le principe, quand ça marche, c'est le moment de se remettre en cause. Enfin, quand on est champion et qu'on a un titre, le lendemain, on l'a pu. Enfin, c'est un principe, j'appelle ça la théorie du flipper. Hein. T'es champion olympique, pouf, t'as le lendemain, t'es champion olympique, mais il y a une Olympiade qui redémarre. Donc si tu veux refaire la même chose sur les 4 ans qui continuent, tu gagneras pas. Tu es obligé de te remettre en cause, réexpliquer, rechallenger tes techniques, ta façon de faire. Et donc, je passe mon temps à itérer. Ok. Voilà. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché du coup sur l'éducation, sur la pédagogie? Il y a plein de choses. Hein. Enfin, il y a des profs où ça n'a pas marché. Il y a des mélanges de promotions qu'on a voulu forcer, qui n'ont pas marché. Il y a des populations qui cohabitent pas ensemble. Il y a des qui sont trop artistes et d'autres qui étaient trop geeks. Enfin, mais il y a toujours quelque chose de positif à retirer. Ok. Voilà, l'expérience, elle est toujours positive. Si je reformule un peu ce que tu m'as dit, là, du coup, vous êtes en train de conceptualiser une école. Ouais, elle est partie, ouais, ça marche. Elle est partie. Tu veux que le corps, l'esprit et les compétences soient là. Ouais. Comment tu répartis les trois, du coup? Comment tu t'assures que les trois fonctionnent? Est-ce que tu t'imposes les cours de sport? Est-ce qu'il faut imposer les cours de sport? Est-ce qu'il faut imposer d'aller voir un psy? Comment tu t'assures que tout fonctionne? C'est pas des cours de sport. Alors, d'abord, il y a des cours, c'est pas des cours de sport. C'est des cours d'initiation à ce que peut t'apporter le sport. Parce qu'il y en a on peut pas les mettre à courir ou à faire autre chose. Et il y a toujours une métaphore. Donc, là, par exemple, on travaillait Eddie Lacrosse, qui est un champion d'Europe de boxe. Et donc, on les fait passer 1h30 sur les rings. Le but, c'est de comprendre comment on peut prendre un coup, comment on peut le parer, comment on peut l'esquiver. Quand on en prend un, quelle est l'attitude à avoir? Si on baisse les bras, on en reprend un deuxième. Donc, il y a plein de choses qui font ça. Et en même temps, ça t'apprend à transpirer un peu, à te poser et sentir qu'est-ce qui se passe après 1h30 de petit effort. Est-ce que tu te sens mieux? Est-ce que tu te sens pas mieux? Et donc, c'est tous ces petits messages qu'on leur demande d'analyser pour voir, eux, comment ils ont envie de passer leur vie dans le futur. Voilà. Ok, donc tu te bases sur une pédagogie un peu par le sport, quoi. Tu les mets... Alors, il y a ça, il y a le sport, il y a tout ce qui est confiance en soi, prise de parole en public. Vous les formez à ça? Ouais. Pour nous, aujourd'hui, c'est ça le futur. Et après, bien sûr, il y a la technique. Voilà, s'ils sont dans l'école de la filière informatique, ils font de l'informatique. S'ils font de la compta, ils font de la compta. Mais on rajoute tout ça
pour que moi, je me retrouve pas avec un gamin à qui j'ai donné 20 heures de cours d'informatique pendant 5 ans, toutes les semaines, et puis qui est pas capable de monter 5 escaliers, être essoufflé et pas bien dans ses pompes. Et ce sera pas un bon professionnel. Non, mais on oublie tout ça, mais c'est la base. C'est la base. C'est pour être efficace dans un domaine, il faut être bien soi-même. Le corps, c'est le véhicule de la façon dont on s'exprime techniquement. Ok. Donc là, l'école est déjà live. Ça s'appelle Imagine Campus. Ok. Ça a démarré à Bordeaux et ça fonctionne super. Bah écoute, je vais regarder s'il y a des étudiants. Non, mais ça me plaît en tout cas. Tu vois. Pourquoi comment ça se fait que vous avez eu envie de vendre votre groupe qui tournait bien? Ça avait l'air, le modèle a l'air, tu vois, hyper profitable. Il a l'air, toi, ça a l'air de te passionner en tout cas la pédagogie. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé cette fois-ci? Alors, les chemins se séparaient entre les associés. Ça faisait 17 ans que j'étais associé avec Lionel. On n'avait plus les mêmes ambitions sur le sujet professionnel et sur les ambitions de vie. Donc c'était l'heure pour nous de nous séparer. Okay. Je venais d'avoir un bébé. On était sur un groupe qui était devenu très important. Moi, j'avais perdu. C'est plus facile de gérer un groupe de 500 personnes qu'un groupe de 20 ou 30. Mais je suis plus passionné dans l'opérationnel, parce que plus on grossit, plus on s'éloigne. Et on passe nos journées sur des tableurs Excel et on s'éloigne de ce qui se passe réellement dans le métier en lui-même. Et ça ne me convenait plus. Ok. Ouais, ça te plaisait pas, ce métier de gérant Non, Ok. Donc il était temps pour moi de tourner la page et de passer à autre chose. Ok. Ça se passe bien, ce genre de transition où tu as vécu 2 belles histoires, le duo marchait bien. Tu vois, on peut pas le nier, il marche super bien. Ça, c'est jamais facile, quoi. Vous avez montré que vous étiez en tout cas capable de passer de 0 à 10 hyper bien. Et là, tu dis, bon, en fait, je préfère revenir à 0 à 10. Non, c'est pas... on était au bout de l'histoire. Okay. On était au bout de l'histoire, il fallait que ça s'arrête. Ok. Donc j'imagine pas toujours facile. Il y a des grosses négos, du coup, à la fin? Ouais. Alors, ça, c'était le truc le plus désagréable. Dans tout mon business, j'ai eu des bas, des galères, etc. J'ai rencontré des escrocs, je me suis fait escroquer, j'ai raté des trucs, je me suis planté, etc. Mais tout ça, je l'ai vécu comme une vie normale d'entrepreneur. La fin de la collaboration n'a pas été faire. Et c'est un truc qui a été hard. Ok. Ouais. Tu peux donner un ou 2 détails pourquoi ou... Après 17 ans d'association, ça finit en égo âpre. Et ça méritait pas ça. Ouais. Voilà. Ouais, puis j'imagine quand t'as un gros groupe aussi, il y a plein de montages, il y a plein de complexité. Non, là, c'était une histoire de personne. Non, ça n'a pas été. C'était pas lié, c'était une histoire de personne. Même avec des bons avocats où tu sors de la négo. On n'était pas dans une nation d'avocats. Ça aurait pas dû être comme ça. Ok. Ouais. T'as un regret vis-à-vis de ça? J'ai pas un regret, je regrette jamais rien. Je suis pas dans un... Quand on regrette, on rate le futur. Donc je regrette pas. T'as appris? J'ai même pas appris. Enfin, en tout cas, c'est dans le money time qu'on voit la valeur des personnes. Voilà, c'est une belle leçon de business, en tout cas. Ouais. C'est quoi ton plus gros échec en tant qu'entrepreneur? Mon plus gros échec en tant qu'entrepreneur, c'est toujours pareil. Un jour, j'ai mal acheté une maison de retraite. Je me suis fait cartonner. Okay. Donc, j'ai pris de l'argent et j'ai mis à la cheminée. Parce que je me suis retrouvé en contentieux avec un autre acquéreur qui était un gros du marché. Enfin bref, une histoire un peu hard. Et le mec nous avait tendu un piège. Et donc on a planté beaucoup d'argent pendant 1 an, exsangue, plus de trésorerie, on était à la limite du dépôt de bilan, etc.
Sauf que ce qui m'a fait, derrière, ça m'a permis d'avoir 4 autres dossiers. Donc, on peut toujours regarder le chemin pour réussir, c'est des gamelles, une analyse de la gamelle, un progrès et passer au suivant. C'est des réussites, une analyse de la réussite, parce que c'est pas parce qu'on a réussi qu'on a tout bien fait. Analyser pourquoi ça a marché et qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux et qu'est-ce qu'on a raté et qui s'est pas vu pour pouvoir progresser. Et donc, c'est un chemin. Voilà. Je prends toujours comme ça. Pour l'instant, en tout cas, c'est comme ça qu'a été fait ma vie. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu fais une rétrospective même sur les réussites. Et ça, c'est assez rare, tu vois. Ça perturbe mes collaborateurs. Ah ouais? Ouais. Moi, j'ai eu la chance, quand j'étais judoka, d'avoir des coachs qui étaient très attentionnés avec moi et très exigeants avec moi aussi. Et donc, tu pouvais gagner une compète ou perdre une compète. Le chemin était le même. À la fin de la compète, on s'assoit. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Et je me souviens avoir gagné des compètes et même les avoir survolées en disant, mais David, à ce moment-là, c'est n'importe quoi de faire cette action. C'est une prise de risque débile. Alors oui, c'est passé, mais tu prends un risque inutile et je te revois plus faire ça. Et donc, de regarder chaque étape ou chaque dossier, chaque clôture d'événements et de se dire qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé, c'est quelque chose qui fait vraiment progresser. Et donc, mes équipes, quand ils sont avec le champagne et que 2 jours après, je leur dis, bon, on reprend le dossier, bon, super, on l'a eu, mais ça, on aurait pu améliorer. Des fois, on me dit, t'es jamais content. C'est pas que je suis jamais content, c'est qu'il faut toujours regarder les choses dans sa globalité. Et c'est pas parce qu'on a réussi un truc qu'on a tout réussi. Et inversement, c'est pas parce qu'on a raté un truc qu'on a tout raté. Ça me parle beaucoup. Sur le média, des fois, on fait des épisodes qui cartonnent, qui marchent trop bien. Ouais. On est trop content, on fait X millions de vues. Et je leur dis, ouais, là, les vignettes sur YouTube, on aurait pu faire ça un peu mieux, je pense. Et des fois, ça surprend un peu mes équipes, tu vois, de dire, ouais, c'était très bien, mais comment on peut aller chercher encore mieux? Comment est-ce qu'on peut aller chercher un peu plus haut la prochaine fois, quoi? Bah ouais. Et c'est épuisant pour les autres. C'est épuisant, mais toi, tu t'en excuses, parce que moi, des fois, j'ai du mal à accepter, assumer mon perfectionnisme et je m'en excuse, tu vois. Je me dis, ouais, désolé les gars, je vais être chiant, mais ça me va pas, donc on recommence. Et forcément, quand c'est ta boîte, toi, moi, j'ai l'énergie pour recommencer, mais des fois, avec mes collaborateurs, donc t'en as vu 2 là aujourd'hui, et sur le média, tu vois, sur le média, on est une dizaine, sur le studio, il y a 5 personnes. Des fois, je m'excuse encore, tu vois, d'être perfectionniste et de vouloir mieux et de vouloir pousser encore plus, tu vois. Et j'arrive pas à débloquer ce truc mental, tu vois. Peut-être qu'il faut que je me fasse coacher, peut-être. Mais je serais curieux d'avoir ton retour. Ouais, c'est plus une démarche. Parce que on dit le perfectionnisme, mais si à un moment donné, en tout cas, moi, c'est à chaque fois que j'ai vu ça, quelqu'un arriver qui maîtrisait parfaitement un truc, et puis qui restait en disant je vais continuer avec cette maîtrise parfaite du truc, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui le rattrapait, il y avait quelqu'un qui avait contourné le sujet, il y avait quelqu'un il y a toujours quelqu'un qui va comprendre. Et donc, se dire c'est super, c'est bien, mais comment la prochaine fois je fais mieux? C'est même pas du perfectionnisme, c'est une démarche de progrès en disant voilà, on est là, est-ce qu'on est là pour super, je suis au top et je peux pas faire mieux, ou je me lève le matin et ça donne une certaine excitation de se dire je suis un peu moins bête ce soir en me couchant que ce matin. Donc la vie est aussi est plus riche comme ça. Bien sûr. Moi, je trouve. Ouais. Voilà, ça fatigue les autres, mais ils sont contents aussi. Ils sont contents. Ouais. Mais t'arrives des fois à me poser le cerveau, à dire ok, c'est bon, pas besoin de tout améliorer, tout marche bien. Faut laisser un peu tourner le truc. Alors, je délègue beaucoup. Oui, j'imagine qu'avec 500 personnes, oui, tu dois déléguer tout. Ouais, mais même, je délègue beaucoup. Donc, je m'oblige à accepter que les gens font pas comme j'aurais fait. Ce qui ne veut pas dire qu'ils font pas mieux que moi. Hein. C'est-à-dire que quand on regarde les autres, on dit on ne va pas le faire comme ça. Il faut accepter que c'est pas nous qui avons la vérité.
Et donc, j'essaye d'avoir un certain détachement sur ce sujet. Mais alors, moi, poser le cerveau, non. Non. J'ai toujours une idée. Ouais. Bah, quand j'ai vendu Innov et je pensais m'arrêter, ça a duré 6 mois. Hein. Même pas. Je tournais comme un lion en cage. Hein. Raconte-moi ces 6 mois. Ça s'est passé comment? Bah, c'était bien. Que tu sens. Ah ouais, c'était bien. C'était super. Ça doit être libérateur, ouais. Bah, puis c'est un aboutissement. Enfin voilà, t'es content. Donc juillet, super. Août, super. Septembre, bah super. J'allais chercher les gosses, je faisais des gâteaux. Voilà. Octobre, je commençais à dire bon, c'est bien cette histoire, mais faut que je fasse un truc. Et puis en novembre, j'avais repris des bureaux, c'était reparti. Hein. Ok. Ouais. T'avais déjà l'idée? Pas du tout. Tu voulais faire après? Ouais, pas du tout. Non. Bon, j'allais faire de la promotion, donc spontanément, j'ai refait de la promotion immobilière. Mais je faisais ça, je dirais un peu de... J'aime beaucoup construire, je trouve ça sympa. Tu prends un terrain, tu fais des plans, tu te projettes, et puis à un moment donné, tu as des gens qui habitent. Enfin, je trouve que c'est un beau métier. Là, tu loges des gens, ils sont chez eux. Enfin, tu penses au futur. Construis, ouais. Construis, enfin, tu vois, il y a une trace, enfin, c'est sympa. Et non, donc je fais 2 ans comme ça, avec un jeune associé. Puis après, il y a David Douillet qui a arrêté la politique, avec qui on discutait depuis longtemps pour s'associer. Et puis bah, là, on a renclenché avec Hervé et on est reparti comme en 14. Quoi. Ouais. Parce que lui, il avait fait de l'IMO aussi, non? Il avait fait un peu d'IMO, mais très longtemps avant. Il avait bossé pour le groupe Duval. Ok. Mais il avait surtout fait de la politique, 2 fois ministre, des sports, et je crois que c'était des Français à l'étranger. Et puis 2 ou 3 mandats de députation. Ça aide d'avoir quelqu'un qui a fait de la politique dans son équipe? Ouais, enfin ça aide. Politique ou pas, ça aide d'avoir David Douillet dans son équipe. Pourquoi? Quand on a discuté d'association, il me dit, mais enfin je lui dis, moi évidemment que c'est chouette de pouvoir m'associer avec toi, mais moi l'association c'est avec l'individu, pas avec le répertoire. Et donc David c'est quelqu'un, quand il a quelque chose en tête, il s'est tombé de moto en 96, on ne savait pas s'il allait remarcher, et en 97 il était champion du monde. Quand il décide un truc, il se met à la politique, il est élu député, il n'est pas passé par la case ministre nommé, il est passé devant le... Enfin, c'est des gens hors normes, c'est des capacités de travail, c'est des tractopelles. Mais je voulais... Salut David. Non, mais toutes mes équipes sont comme ça. Je voulais te demander, parce que tu vois, c'est vrai que dans la politique, moi j'ai un peu la vision des gens, soit c'est des énormes bosseurs, mais ils ont une capacité d'exécution, d'apprentissage très 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 élevée, ou c'est des gens qui brassent du vent. Tu vois, je suis très rouge ou noir. Peut-être que je me trompe complètement, tu vois. Et je me dis toujours, c'est jamais facile, parce que j'ai l'impression que des fois, il y a beaucoup de doers, des achievers qui ont beaucoup faire. Et puis quand ils arrivent au pouvoir, en fait, finalement, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées, finalement. Ils peuvent faire très peu comparé au nombre d'idées et à la portée qu'ils ont. Et du coup, je me demandais, tu vois, sur un mec comme David, tu vois... Bon, j'imagine qu'il a une qualité relationnelle qui est exceptionnelle, hors norme, mais tu vois, sur la qualité d'exécution, est-ce que c'est un gars qui a des frustrés dans la politique, ou au contraire, tu vois, il faisait partie de ceux qui déblayaient le terrain énormément, quoi. Je te donnerai ses coordonnées, tu lui demanderas. Ok. Voilà, mais en tout cas, c'est un doueur. Ouais, Et c'est un bosseur, et c'est quelqu'un qui repart de page blanche. L'immobilier, il est arrivé, comment ça marche aujourd'hui, il veut discuter de n'importe quel sujet, que ce soit des mètres carrés, des coûts de construction, des SDP, enfin bref, c'est un super associé. Et j'en ai 2 autres. Vous êtes 2 du coup? Non, j'ai Romaric et Myriam qui sont 2 autres super associés. J'ai une super équipe. Qui travaillait avec toi avant? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai remonté une équipe de zéro, avec des gens que je connaissais pas forcément de manière intime aussi, mais que je connaissais de manière relationnelle. J'avais sondé un peu, et surtout que je connaissais leur capacité de travail. Moi, vraiment, le
je valorise la capacité à travailler. Quand on bosse, à la fin, on arrive à faire des trucs. L'amour du travail, ouais. Quand on s'implique dans un truc, il y a des trucs qui marchent à la fin, c'est sûr. Ouais. Mais tu vois, ça me surprend toujours, tu vois, de comment retrouver, tu vois, des associés à chaque fois. Moi, ça s'est toujours un peu passé un peu comme ça, comme je te racontais. Tiens, une opportunité, j'avais l'idée en tête, je la pitch et personne me dit mais oui, mais grave, on y va, c'est parti. Et ouais, on se réunit souvent sur la capacité de travail, ouais, bien sûr. Ah ouais. Sachant que entre le pitch, le business plan et la réalité, souvent il y a des aléas. Ouais. Ça se passe pas exactement comme on l'a prévu. Bien Donc le boulot d'une équipe, c'est de faire en sorte que les imprévus, on les contourne et puis on les passe et que ces imprévus aussi créent des opportunités et puis qu'on avance différemment. Ouais. Tu m'as dit au téléphone quand on a préparé cette interview et tu l'as redit en intro, tu as eu 3 phases dans ta vie. Ouais. Une phase de sport, une phase de business très capitalistique et une phase plus philanthropique. Qu'est-ce qui a été le déclic vers cette dernière phase? Alors, c'est pas philanthropique. Il y a du philanthropisme, mais quand j'ai arrêté, comme je tournais comme un lion en cage, j'ai fait HEC, j'ai fait l'exécutif MBA d'HEC en 18 mois. Incroyable. C'est fou quand même qu'un mec de ton niveau, tu vois, se dise ok, je vais reprendre des études. C'est fou quoi. C'est surprenant en tout cas. C'est ce que je te disais. Si tu fais pas de démarche de remise en cause, tu finis vieux. Moi, mon anti, c'est d'être un vieux con. Quand je dis vieux con, plus on vieillit, plus c'était mieux avant. Etc. C'est vraiment tout ce que je veux pas. Donc, j'essaye de me garder à la page de tout. J'aime bien regarder les technologies. J'aime bien tout ça pour avancer et continuer à avoir mes avis qui tiennent compte de mon expérience, évidemment, mais qui m'amènent, qui me donnent du sang neuf quotidiennement. Et donc, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que c'était un joli pied de nez aussi. C'est assez rare que je réagisse comme ça. Mais que le fils du boulanger de Plouay finisse avec un executive MBA full English de chez HEC, je me disais, c'est un message que tu donnes à plein de gamins en disant, en tout cas, les chemins ne sont pas forcément les mêmes pour tous, mais c'est possible. Et à HEC, j'ai découvert des partis pris, dont un parti pris qui dit, quand on fait du business, c'est bien de l'associer à quelque chose de positif pour la collectivité, parce que c'est comme ça que ça va durer. Et que si on ne le fait pas, on va dégager. Si on parle que argent, en tout cas, on doit être capable d'associer quelque chose de positif. Et moi, ça m'a parlé. Je me suis dit, si j'arrive à remonter des projets où, en plus des enjeux économiques de la société, qui sont essentiels, parce que s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de société. Donc ça, c'est point. Mais si j'arrive à mettre dans l'ADN quelque chose qui va amplifier et qui va résoudre un problème collectif et qui va amplifier mon business, c'est gagné. Et donc, sur Harvey, on a décidé par exemple, sur nos résidences, on garde 5% des logements, entre 5 et 10, pour des jeunes sportifs de haut niveau qui n'arrivent pas à se loger parce que c'est des saltimbanques, parce qu'ils gagnent de l'argent, mais ils n'ont pas de fiche de paye. Donc, ils ont plein de revenus, une accumulation de revenus précaires. Et on les loge en priorité, nous. Et la municipalité est contente parce qu'on aide ces gamins. Et puis, ces gamins, ils nous aident dans l'exploitation. Et puis, on va en propulser quelques-uns qui vont nous ramener des médailles. On sera tous contents. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Ouais. J'étais aussi curieux de savoir un peu ton rôle de la vice-présidence de la Fédé. Ouais. Quel moment c'est arrivé? Pourquoi tu as eu envie de te lancer dans cette aventure-là? C'est une histoire... après le Covid, Stéphane Nomis qui m'appelle et qui me dit... Alors Stéphane Nomis, pour les gens qui ne savent pas, donc ancien champion de judo, je n'ai pas son palmarès en tête, qui a monté une très belle boîte qui s'appelle Hippon Technologies, qui est un des leaders des SS2I en France, indépendante en tout cas, et qui est président de la Fédération française de judo depuis 5 ans.
Depuis 5 ans maintenant, ouais. Ouais, depuis 5 ans. Donc il a été pour le projet Paris 2024. Exactement. Avec toi. Avec moi. Vas-y, raconte-moi l'histoire, je suis curieux. Stéphane m'appelle après le Covid, il me dit, t'en as pas marre de gueuler après nos dirigeants, là? Bah, je dis, si, franchement, c'est la Fédé, et là, autant ils étaient bons il y a quelques années, autant là, je trouve qu'ils partent dans une mauvaise direction. Bah, Est-ce que tu gardais un contact, toi, avec le judo? Ouais, tout le temps. Le judo, c'est ma passion. Je suis toujours judoka un jour, judoka toujours. Enfin, voilà. Et je lui dis, bah si, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, bah, je me présente. Est-ce que tu veux être dans ma liste? T'es le deuxième que j'appelle. Ouais, je lui dis, Stéphane, on est au mois de juin. Les élections sont, je crois que c'était en octobre. On va prendre une branlée. C'est des grands électeurs. Enfin, on n'est pas prêt. On démarre. Enfin, c'est trop tard. Enfin... Elle me dit, bah peut-être, mais moi j'y vais. Ouais, je lui dis, bah laisse-moi 1 heure. Après, c'est même pas une nuit, c'est 1 heure. Je me rappelle une demi-heure après, je lui dis, bon écoute, on va prendre... Allez, c'est un pote, on était dans la même catégorie, on combattait ensemble, on s'est frité pour des sélections, mais on était profondément amis. Je lui dis, bah écoute, on va la prendre ensemble, la branler, c'est parti. Quoi. Voilà. Et donc en réalité, on a monté une équipe, toute une équipe qui s'est agglomérée, on a fait un travail de titan, on a été voir tous les comités les uns après les autres, dans une très grande proximité, et puis on gagne l'élection à 60-40. Incroyable. Et donc je me retrouve propulsé vice-président de la Fédération française de judo. Donc là c'est pareil, le petit gamin de 6 ans qui se retrouve. Enfin, c'est un parcours fou, et c'est un énorme honneur, et c'est quelque chose que je prends avec une grande responsabilité et à cœur. Enfin, je fais ça très sérieusement, je m'implique beaucoup dans cette fédération. On a 590 000 gamins qui foulent nos tatamis, et c'est un sport éducatif. C'est la combienième fédération en France? On est 4-5e, mais devant c'est le foot, le basket, enfin, c'est le tennis, c'est des sports je dirais avec une audience énorme. On est un sport confidentiel dans le monde, ça reste du judo, et la Fédération française de judo est citée en exemple partout. Donc je m'éclate à pas travailler, parce que je suis bénévole. Ouais. Je m'implique beaucoup dans cette fédération, et j'essaye de faire de mon mieux. Voilà. C'est quoi le rôle d'un vice-président? Alors moi, j'ai pris des dossiers. Donc là, par exemple, on m'a donné le dossier de la formation. Et auparavant, la fédération, elle sous-traitait à des organismes le fait de former ses futurs profs. Donc on continue de le faire, mais on a créé une école qui s'appelle la Dojo Academy, et on forme maintenant nos futurs profs aussi. Et on a plus de 200 gamins qui viennent apprendre à devenir professeurs de judo. On a démarré à 0, on était à 200 à la rentrée. Donc ça modifie le modèle économique de la fédération, qui était basé que sur les licences et les subventions. Et on a fait une brique formation. Une brique formation qui rapporte plusieurs millions d'euros aujourd'hui, et puis qui surtout forme les futurs professeurs de judo. Donc je me suis occupé de ça. Là, je m'occupe de la filière de haut niveau qu'on est en train de repenser, qui marche très bien, mais là c'est pareil, on a eu 10 médailles olympiques. La question, c'est comment on en a 10 autres à la prochaine Olympiade. C'est dur, hein. Ah, c'est sûr, mais c'est dur, mais c'est fun. Ok. Ouais, c'est fun. Bon, c'est quoi le plan diabolique pour avoir 10 médailles au prochain jeu? Bon, c'est pas un plan diabolique, c'est une remise en cause de toute l'organisation. Quand je dis remise en cause, ça marche très très bien, donc faut pas tout changer, mais il faut apporter des touches et redynamiser, et puis remettre l'objectif en route, et puis continuer à accompagner les gosses. Donc il y a quelques modifications qui sont du management, et puis d'apporter un peu l'œil du secteur privé dont je suis au quotidien, dans un secteur qui est plus public, hein, puisque la fédération est gérée par pas mal de cadres techniques qui sont des fonctionnaires. Ouais, tu vois, moi je trouve ça génial d'avoir le monde du public et le monde du privé qui se rencontrent. Ouais. Et tu vois, d'avoir déjà que vous soyez désengagés en plus d'intérêt économique, mine de rien. Enfin, Stéphane et toi, vous n'avez pas besoin d'un cachet en plus ou d'une pige en plus pour vivre, j'imagine. Donc c'est du temps, c'est vos compétences qu'on va chercher. Et tu vois, je trouve que le monde du business, de l'entrepreneuriat, et le monde public
ne se parlent pas assez en fait, Ah bah, ne se parlent plus et ne se comprennent plus ouais. et du coup se tapent dessus, tu vois, et se dire on n'est pas content des politiques, mais on est les entrepreneurs, ils pensent que on peut gérer un pays ou une fédération comme on gère une boîte, non c'est pas vrai. Et donc là, je trouve que c'est beau qu'il y ait vraiment une image concrète d'un projet qui se construit quoi. Et c'est chouette, moi j'ai énormément progressé sur ces 5 ans, parce que quand on est arrivé, donc conviction privée contre conviction publique, enfin c'était un choc des mondes. Ouais. Et quand on regarde, il y a des énormes avantages qui sont présents là et des énormes avantages qui sont là. Et quand chacun fait un pas, on est beaucoup plus efficace. Donc c'est très complémentaire. Je te rejoins complètement et je trouve qu'en tout cas la fédération est en train de le démontrer, en train de cartonner. Ouais. Bah écoute, félicitations, j'ai hâte de voir. Ouais. Est-ce que tu peux nous dévoiler peut-être un ou deux plans qu'il y aura sur le sport de haut niveau ou justement, tu parlais de petits ajustements. Est-ce qu'il y a des petites choses, tu vois, un peu concrètes que les gens, que n'importe qui peut comprendre pour aider justement la performance, pour aider des projets d'athlètes de haut niveau? Là, sur les grands projets sur la filière de haut niveau, c'est de créer des centres nationaux, quelques-uns en France, dans des... Tu n'en as pas actuellement? Non, il y a l'INSEP et après c'est des pôles espoirs. Et donc on crée des pôles où on associe un club de judo Pro League, le pôle espoir et le pôle France qui accompagne les gamins dans le haut niveau. Le club de judo Pro League permet d'apporter des financements puisqu'il y a un modèle économique autour de la judo Pro League, et un pôle de formation qui permet aussi d'apporter des financements et d'apporter des compétences. Et là, aujourd'hui, tout était éparpillé. On essaye de les agglomérer. Donc, il y a un premier centre qui devrait voir le jour à Orléans. On travaille aussi sur Bordeaux pour continuer à ce que des gamins qui ne sont pas encore à Paris puissent être accompagnés sur les premières années qui sont difficiles après le bac pour vivre un peu de leur sport et aussi rester dans leur région. Parce que le judo était très parisien. Le judo était très parisien. Avec l'INSEP, tout est concentré là. Voilà. C'est vrai que tout le monde était... Il n'y a pas un médaillé olympique de judo qui n'est pas passé à l'INSEP. Quoi. Tout le monde passe par là, c'est l'usine à champions. Ouais. Et pour mon plus grand plaisir, tu vois, moi je suis pote avec Axel Clerget, par exemple. Et mon copain qui fait Aerox aussi. Ouais. Avec qui je m'entraîne tous les jeudis matins. Tu t'entraînes avec Axel ? En fait, on a créé un groupe avec l'équipe Aerox qui s'appelle Aerox Olympics, dans lequel on a ramené un peu les poteaux athlètes retraités qui avaient envie d'un nouveau challenge. Et on s'entraîne ensemble. Il y a un mec comme Mathias Blandois qui fait du BMX. Il y a Gauthier Claus qui était kayakiste. Et il y a Axel. Axel, c'est un super mec, super champion, c'est mon chouchou. Et il bosse dans un hôtel qui est à 2 pas d'ici. À la Ville AM. C'est à 200 mètres derrière ici. Bien la Ville AM, mais donc on doit se voir, il doit passer. Comme on avait il y a un mois, il n'a pas le temps de. On n'a pas encore trouvé une date, mais on s'envoie des textos pour se dire quand est-ce qu'on fout sa médaille, son titre olympique à Tokyo. Sa finale, c'est quelque chose qui restera dans l'histoire du judo. C'est clair. C'est un super mec. Et puis sur le tapis, c'était un plaisir de le voir, une générosité dans le combat. Moi, j'adore les combattants généreux. Lui, il était au top. Bon, bah écoute, merci en tout cas de m'avoir partagé tout ça. On va commencer à boucler la boucle, parce qu'il est déjà 19h20. Tu vois, t'as un rendez-vous après ou pas ? Non, mais je te garde 3 minutes. Vas-y. Si tu devais enseigner une seule chose à un jeune sportif, tu vois, si tu devais dire un moment à toi-même, le petit David qui ouvre les portes de l'INSEP, qui va se prendre 3 ans durs, ça va être chaud. Le petit David, t'étais à l'époque, il se dit pas qu'il peut devenir un grand entrepreneur, il a peut-être pas toute cette confiance en lui. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire ? Je vais lui dire de profiter des moments de ne pas se tromper. Les choses les plus importantes qu'on vit dans une vie, c'est les émotions. Et moi, là, j'ai 53 ans, j'arrive à une conclusion que tout ce que j'ai vécu d'exceptionnel dans ma vie, je ne pouvais pas me l'acheter.
Donc, je ne pouvais pas acheter mon titre de champion de France. Je ne pouvais pas acheter ma place de 3 au tournoi de Paris. Je ne pouvais pas, quand je me suis retourné, acheter que ma mère pleure dans les tribunes, d'entendre le public scander son nom. Je ne pouvais pas acheter ce que j'ai vécu aux Jeux Olympiques. Là, le fait d'être vice-président de la fédération, elle m'a donné un accès à l'équipe de France. On a ce projet olympique, on l'a porté pendant 4 ans. Et donc, j'ai accompagné tout ça pendant les 15 jours. C'est quelque chose qui ne s'achète pas et je l'ai vécu parce que j'ai donné du temps pendant 4 ans à la fédération. Et donc, je dirais de privilégier tout ça. Privilégie tous ces moments parce que c'est ça qui fait une vie qui est chouette. Et ne te trompe pas de chemin. Ok. Mais écoute, ce serait une belle phrase en tout cas, ou un beau mot à laisser sur le mur d'un dojo. Ouais. Je sais que des fois dans les dojos, il y a des petites citations en japonais, on comprend pas tout, mais en tout cas, c'est très chouette. J'ai 2 dernières questions. La première, c'est est-ce qu'il y a un film, un livre que tu as lu ou vu récemment et que tu as pris une belle claque et que tu as envie de recommander? Ouais, alors, j'ai un livre que j'adore, qui est Live qui a été écrit par Keith Richards, qui est le guitariste des Stones. Ok. Et donc les Stones, c'est du rock, j'aime bien le rock, j'aime bien les vinyles, etc. Et j'ai lu ce bouquin, et ça raconte leur vie. Et en réalité, c'est une vie de passion. Et on voit qu'on ne peut pas arriver à des sommets si on n'est pas passionné de ce qu'on fait. Et c'est hyper enrichissant de voir que quand quelqu'un aime quelque chose, il arrive à des perfs incroyables. Ok. C'est une belle morale. La toute dernière question que je pose à tous les athlètes, tous les invités, c'est de savoir quel est le prochain invité que tu me recommandes d'interviewer pour aller parler sport, business, pour passer 2 heures ici. Qui est-ce que je devrais aller voir pour prendre une belle claque et de belles leçons? Faut que tu appelles Johan Gaba. Ok. Ouais. C'est un gamin qui a été vice-champion olympique en judo, qui a été sélectionné parce qu'on avait le quota, qui a fait une performance incroyable et individuelle, par équipe, et il nous remet sur les rails, et qui, 1 an après, fait champion du monde, et c'est un super gamin. Ok. Voilà. Bon, écoute, je te fais confiance pour la recommandation. Je sais que ça sera une personne avec qui je vais passer du bon temps, en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup, David. Je me suis régalé. J'ai pas vu passer le temps, je suis désolé. Ouais, je vois ça. Mais en tout cas, merci infiniment d'être venu jusqu'à moi et bon courage pour ton Aerox demain. Ouais, merci. Voilà. Je croise les doigts que ça va bien se passer. Allez, à plus. Au revoir.